C'est à toi, c'est le moment, c'est l'instant. Ah, c'est vous. Bonjour. Je vous attendais pas vraiment, voilà. J'espère que vous m'excuserez cette petite plaisanterie. Je voulais... ça faisait des semaines que j'en rêvais. Salut, salut à tous. Alors, ça va? Comment allez-vous? Je vous fais une petite mise en contexte qui va peut-être influencer sur le reste de l'émission. C'est que je n'ai pas de retour, donc je me vois pas. Là, la connerie que je viens de faire, j'ai pas vu ce que ça rendait. Donc, il y aura sûrement des fois où je demanderai à Sylvain comment ça se passe, si tout va bien. Donc, je ne sais pas ce qu'il y aura, s'il met la bonne illustration par exemple, parce qu'il met souvent la mauvaise alors que je lui mâche le Mais travail. vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises illustrations. Hein? Hein. Non. Bon, Ça suffit les références de trentenaire, monsieur Sylvain. c'est un coup bas ça, monsieur. Tout à fait. Bon, bah comment allez-vous? Salut Dobby, salut Alio H, Alio Chat, je sais pas. Alilo. Salut Alilo, ah oui, pardon. Mais l'écran est loin là. Autre mise en contexte, l'écran est plus loin qu'avant et donc avec mes yeux faibles de myope, je vois mal les pseudos. Salut Haute B63, salut le Joge. Eh ben écoute, oui, alhamdoulilah à la baisse, à toi aussi, à Lilo. Hello Azalei. Ah, j'ai un retour? Non, j'ai plus de retour. Tu le vois plus. Je le vois, je le vois plus exactement. Salut Sissa, hello à toi aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de rentrées. Donc il y a la rentrée bien préparée avec des fournitures achetées la première semaine de juillet, hein, quand on va chercher sa trousse et son cahier de texte le 3 juillet. Et puis il y a les rentrées un peu plus à l'arrache, où tout est acheté au dernier moment et préparé à la fin. Et d'après vous, la rentrée d'Acropolis, elle appartient à quelle catégorie? Moi j'ai une opinion. Vas-y. C'est ni l'une ni l'autre. D'accord. Nous on achète les trucs après avoir repris les émissions. C'est ça. Par exemple, dans la vidéo qu'on a publiée hier, j'avais dit qu'on aura un nouveau générique. Et on n'a pas de nouveau générique. Et le nouveau générique sera la semaine prochaine. Peut-être. La semaine prochaine. Alors, écoutez, monsieur, j'ai du travail, je peux pas tout faire. Hein. D'accord, J'ai un d'accord, métier, d'accord. moi, monsieur. Très bien. Et quelqu'un posait la question de l'invité. Il s'agit de Lilo H aussi. Eh bien, écoute, cette semaine, il n'y a pas d'invité. J'en reparlerai plus tard. Je peux même en parler tout de suite. Hein. Il n'y a pas d'invité parce que, en fait, comme tout s'est fait au fil de l'eau, hein, je n'avais pas les dates bien précises jusqu'à il y a peu. Et pour ne pas abuser du temps de mes invités ou demander les choses trop tôt, eh bien, j'ai pris contact récemment. Donc je n'ai pas encore d'invité ni pour aujourd'hui ni d'ailleurs pour la semaine prochaine, pour tout à fait transparent avec vous, pour être très précis avec vous. Petite référence à l'audition de Benalla hier matin. Qui a pété les scores, qui était très bien d'ailleurs. Salut François si tu nous regardes. Et donc je vais avoir les invités. Je suis en train de discuter avec des élus locaux et des responsables de mouvements de jeunesse pour les inviter. Et donc j'espère que tous ces gens-là seront disponibles un jeudi après-midi pour venir discuter en direct avec nous de leur militantisme, de leur travail et leur rôle d'élu. Mais pour l'instant, je n'ai personne à annoncer parce que je n'ai pas de date bouclée pour qui que ce soit. Voilà, écoutez, oui, vous m'avez manqué le chat. J'étais triste de vous quitter en juillet. Après ensuite, il s'est passé plein de trucs et on a pu parler de rien. Quelle frustration. Heureusement, je suis parti en vacances. Hein. J'espère que vous aussi, vous avez pu respirer. Salut Hermitil, bonne rentrée à toi aussi. Et Pikachu aussi pour Didou. Je sais pas pourquoi tu me regardes, est-ce que tu voulais que je te dise un truc ou... En fait, j'ai le réflexe de regarder l'écran, de chercher... Très bien, non mais n'hésite pas, je suis là, si tu veux de l'information... Je reprends mes marques, on n'a pas encore... Alors, on peut pas tout dire, mais sachez que nous avons un peu changé d'organisation. On a déjà dit qu'on avait déménagé. Oui, on a déménagé, on ne sait pas encore où. Encore qu'une enquête approfondie sur les réseaux sociaux de chacun pourrait peut-être tenter de trouver une solution. Pour vous remercier d'être présent dans cette émission Party Time, je vous annonce que demain, vous aurez la vidéo qui vous expliquera où nous sommes. Ah! Si je prends le temps de l'uploader. Très bien. Alors je vous précise que c'est une vidéo que j'ai tournée. J'espère que vous apprécierez sa réalisation. Ouais. Alors, et vous êtes parti en vacances quand même un peu moi je suis parti, hein, je suis allé... J'ai moi aussi participé à la gentrification des centres-villes européens en prenant un Airbnb à Lisbonne. Donc oui. Et j'espère que vous avez, vous par contre, fait des vacances en tourisme vert, hein, s'il vous plaît. Alors, oh, ah non, non, je croyais que j'avais le retour. Bien, tu vas faire ça à chaque fois que tu as un écran. Non, j'ai arrêté quand même.
Alors, bah écoute, LIOH, est-ce que Fillon a rendu l'argent? Non, Fillon n'a pas rendu l'argent et même apparemment il s'est fait payer des chemises, même si j'ai pas. En plus des costumes. Hein. En plus des costumes exactement, même si j'ai pas exactement regardé en détail parce que je vous avoue que cette histoire ne m'intéresse plus. L'Auvergnat Relou qui demande, tu demandes quand Jean refait une émission et qu'est-ce qu'il devient? Écoute, il va bien, je crois. Enfin, Aux dernières nouvelles, il allait bien. il était vivant en tout cas. A priori. Ouais, Voilà, on a une preuve de vie. On a échangé à plusieurs reprises aujourd'hui, donc Bon, ça va. ça veut dire qu'il est vivant. Ça va. Et quand est-ce qu'il refait une émission? Eh ben écoute, sans trop m'avancer, je peux dire que tu le reverras à l'antenne, au moins pour une émission avec le Public Sénat. Dont on n'a pas Mais sûrement encore avant. trop parlé. Mais comme on a publié, On a partagé, disons. voilà. Mais On bon, voulait ce faire une vraie annonce, mais n'est pas à moi d'en parler. c'est pas un secret. Ça attend. Ce n'est pas un secret, mais vous en saurez plus très bientôt. Exactement. Alors, oui. Non, Didou, il n'y a pas d'indice sur l'écran. Par contre, si tu regardes sur les comptes des réseaux sociaux des différents streamers, peut-être trouveras-tu des indices sur le lieu. Nous verrons si nous avons des fins limiers dans le chat. Tout ça pour faire la promotion de son compte personnel @adsaum. Non, Franchement, franchement, c'est moche. c'est très moche ce que je fais là. C'est pas Charlie. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Parce que moi, pour être honnête, comme je suis complètement à l'arrache, j'ai pas fait de sommaire. Donc j'attends vos propositions et on en discute. Et puis voilà, hein, on se la fait. Je vais prendre une manette de jeu et puis je vais jouer. Non, c'est pas vrai. J'ai un petit sommaire. Mais vous pouvez quand même me donner des suggestions. Car comme nous n'avons pas d'invité, nous avons 1h30, juste vous et moi. Est-ce qu'on peut parler de ton t-shirt qui scintille ou pas? Parlons-en du t-shirt qui scintille. C'est un t-shirt Totoro dont je suis très content, il est très beau. Sauf que le truc qui scintille, c'est une espèce de bleu-vert, et du coup... Vous voyez ici, là, en fait, il y a un coloris bleu avec du vert. C'est censé être une espèce d'étoile de la forêt, si vous avez vu le film. Et là, c'est Totoro, là, la grosse bestiole. Mais je crois que c'est pas un t-shirt homologué parce qu'il y a une citation I love you to the moon and back. Et je suis pas sûr qu'il ait tout ce qu'il faut. C'est de la contrefaçon, c'est ça que tu es en train d'essayer de dire? Peut-être, je sais pas. Et tu assumes ça à l'antenne? Il est made in France, ton t-shirt? J'en doute. Et tu te prétends écolo? Oui, mais j'ai des chaussures 1083 qui sont purement écolo. J'ai pas le droit de. C'est beaucoup de marques, mais quand même soutenez cette entreprise française qui fait tout 100% made in France. C'est pas faux. Voilà. Bon, on ne les voit pas, donc tu dis que tu les as, mais... Je les ai, mais je pourrais pas le prouver, c'est mal poli de mettre l'épée sur la table. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Des détails sur le voyage de Ben Allah avec un grand malade. Ah non, là, vraiment non, ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Par contre, oui, on va parler des universités d'été. Merci l'Auvergnat. Qu'est-ce qui s'est passé l'été en dehors de Benalla? Ok, bah c'était prévu, ça tombe bien. Salut Perceval, comment va la respiration? Ça va, merci. Ça va, j'ai un peu mal à la gorge par contre. Merci de te soucier. Parlons de l'impossibilité de renouveler les pratiques politiques que malgré les annonces des uns et des autres, on se retrouve dans des pyramides sclérosées à la fin. Ouf, vaste sujet. Bah en fait c'est drôle, on va peut-être en parler un petit peu parce que j'ai un long développement sur En Marche et bah peut-être qu'en filigrane finalement ça parlera de ça. La déception des militants, la verticalité du pouvoir. Montreuil, est-ce que mes chaussures sont sans gluten? Non, elles sont pas sans gluten parce qu'en plus elles sont même pas véganes, c'est du vrai cuir. Honte. Terrible. Terrible. Donc c'est pas si écolo que ça finalement. Il y a débat. Arcturus 1083p, c'est ça, c'est comme le stream en 1083. Mais en fait ça correspond à la distance en kilomètres entre les deux villes de France les plus éloignées l'une de l'autre. Une en Bretagne et une, ça doit être Menton. Ils ont tracé une ligne et ils ont vu que ça faisait 1083 km et ils ont dit ce sera la marque. Voilà, c'est tout simplement. Pour dire que c'est la distance maximale parcourue par les chaussures pour leur fabrication. Et tous les matériaux. Une seule chose qui vient d'Italie, c'est le fil, je crois, parce qu'il n'y a plus la technologie en France. Et cette marque avait trollé Marine Le Pen à un salon Made in France l'année dernière, puisqu'il lui avait dit qu'ils avaient besoin des réfugiés syriens qui avaient gardé un savoir-faire textile que la France n'avait plus. Puisqu'en fait, il y avait coup de délocalisation au Maroc, en Tunisie, en Turquie et en Syrie pour les jeans, puisque beaucoup de jeans sont faits au Moyen-Orient, au Maghreb. Eh bien, les savoir-faire ont disparu de la France. Et avec l'arrivée de réfugiés, finalement, ces savoir-faire sont de retour. Et Marine Le Pen avait peu goûté la chose, elle avait fait une bonne figure devant les caméras, et après, elle avait un peu râlé. Mais bon, on ne peut pas se priver de ce petit plaisir. C'est mon avis, n'est-ce pas, hein? Alors, alors, les jeans sont chers. Oui, alors bon, pour finir sur mes 83, non, je
pas de partenariat avec 1083. Peut-être en discuter avec eux pour faire un live sur 1083. C'est pas mal. Salut Pac-Man et bonsoir aussi à toi aussi. Ça dépend du fuseau horaire. Hein. Il est toujours le soir quelque part. Qui sait? Alors, Raven, ils sont pas encore tous en prison au FN. Non, ils sont pas encore tous en prison au RN, hein, il faut dire Rassemblement National, désormais ce n'est plus le Front National. Ils sont pas tous en prison, ils ont encore des problèmes d'argent et justement on va en parler. C'est prévu. Donc le sommaire, ça va parler de... On va faire un petit point sur l'été. On va reprendre ce qui s'est passé, mais pas entre du 15 juillet, hop, on va revenir. Je vais faire ça plutôt partie par partie. Et puis on va revenir sur aussi les événements des partis rapidement parce que c'est pas forcément intéressant sur ce qu'ils ont fait. Après, je vais vous parler des événements qui restent à faire pour les partis. Ça permettra de faire une différence entre pardon, les partis qui font des universités d'été, les partis qui n'en font pas, et on verra pour quelles raisons. Il y en a c'est pour un manque d'argent, d'autres c'est par décision politique. Et puis voilà, et ensuite après on parlera éventuellement, s'il nous reste du temps, des ambitions pour cette saison dans l'émission. Et je crois qu'il sera alors temps de nous quitter. Nous verrons. Je vous prie de m'excuser pour la disparition du chat, ce n'est que momentané. D'accord. Ah oui. Ça revient, ça revient. C'est pas mal. Là, j'ai un petit retour rapide. Ah bah voilà, mais ça a disparu. Mais ça rend pas trop mal avec le fond coloré comme ça. Oui, ça rafraîchit, je trouve. Ça rafraîchit, c'est bien. Il y a un petit côté estival, fruit de la passion. Ça fait un peu color run aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu. Un peu trop sportif pour toi, tu veux dire? Non, à 5 km quand même, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Je fais 10 km en 50 minutes quand je fais mon petit running, s'il te plaît. Hein. Oui, sauf que tu le fais une fois tous les 10 ans, quoi. Ça, à peu près, ouais, à peu près, exactement. C'est toujours... Bref, faut s'y... Passons. Ce qu'il ne dit pas, c'est que monsieur va à la salle maintenant. Donc... Je fais partie de ces gens qui vont à la salle. Il se soulève de là. Il faut bien mettre le A. Hein. Ou alors Perceval, il faut que je respire. Mais merci de te soucier de ma respiration. Alors, ok, bah ça tombe bien, on parlera un peu de génération aussi, puisque le variant loup nous parle de Benoît Hamon qui vend sa soupe pour les européennes. Effectivement, là il y a des problèmes à gauche, mais on va y revenir parce que j'ai prévu un package de la gauche en général, puisqu'ils sont tous à peu près dans le même état. Et donc on va y finir, alors on va prendre, alors pouf pouf pouf, comme disaient des proches. On va commencer par les rentrées. Hein. Et avant l'été, si vous vous souvenez, nous avions parlé du programme de l'été des partis politiques. J'ai fait une erreur d'ailleurs, j'avais dit qu'il n'y aurait rien pour le PS. Et en fait, si, il y a eu quand même quelque chose. Ils ont repris l'espace Encan à La Rochelle, hein, qui est le lieu historique de leurs universités d'été, mais pas pour y faire les universités d'été avec tous les militants, enfin en tout cas une bonne partie. Non, c'était uniquement un séminaire de rentrée des élus. Plus précisément la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, qui se sont retrouvés. C'était beaucoup plus intime et petit bien sûr, mais on était loin de la grand-messe des années précédentes. À l'occasion de laquelle François Rebsamen a fait son retour en politique. Oh! Puisqu'il s'était mis en retrait suite au traitement de son cancer. D'accord, ah, écoute, je ne savais pas, j'avais pas entendu, j'espère qu'il va mieux. Alors il va mieux, justement, il a fait son retour, il est de nouveau actif. Il est en rémission, comme on dit, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. D'accord, bah, écoute, tant mieux, écoute, c'était la parenthèse dijonnaise. Hein. Merci Sylvain, retour à Paris. Revenez vers nous quand vous aurez du nouveau sur le cours de la moutarde. Ok, beaucoup de questions. Le JA25 nous dit qu'apparemment c'était une tristesse inouïe. C'est possible, en plus si on est habitué à l'ambiance des grandes messes, des grandes retrouvailles de militants et qu'il y a quelques centaines d'élus, c'est sûr que c'est différent. D'autant que l'ambiance au Parti Socialiste, on va pas se mentir, elle est pas très bonne, mais je prends de l'avance là. Je prends de l'avance, vous me faites prendre de l'avance sur ce que je veux dire. Petit rappel de ce qui s'est passé, il y a ELV qui a ouvert le bal avec ses universités d'été à Strasbourg, eux ils disent journée d'été, du 23 au 25 août. En même temps, il y avait les Amphis à Marseille pour la France Insoumise. Alors c'est Amphi, mais avec AMFIS, hein, pour faire comme France Insoumise. Hein. J'espère que vous saisissez. Donc ça s'est plutôt très bien passé, parce que ils sont nombreux, c'était chez Jean-Luc Mélenchon, là où il est élu député. Donc ça s'est bien passé, il y avait du monde, des retours médias. Aux mêmes dates, nous avions les universités d'été du PCF à Angers, la ville où a été ensuite annoncé le plan vélo, mais ça n'a aucun rapport, mais comme j'aime bien le plan vélo, je le dis. Pécresse et son mouvement libre se sont retrouvés le 24 août à Brive-la-Gaillarde.
Juste après, du 25 au 29 août, il y a eu celle du NPA à Port-le-Cat, hein, entre Narbonne et Perpignan. De son côté, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a fait sa petite ascension du mont Mézinc en Haute-Loire le 26 août. Et le 1er septembre, alors toujours pour les Républicains, il y a Bruno Retailleau, qui est chef de file des fillonistes, qui n'ont toujours pas rendu l'argent, hein, donc qui a réuni quelques fédérations locales à La Baule, puisque en fait, ils vont souvent à La Baule d'ailleurs, c'est assez drôle. Et ils aiment beaucoup la côte normande. Et d'ailleurs, pour rester en Normandie, du 7 au 9 septembre, les jeunes républicains ont fait leur traditionnel campus au Touquet Paris-Plage. C'est là qu'ils vont toujours, toutes les années. Alors attendez, j'ai beaucoup de... La Baule, la côte normande, pourquoi Perceval, c'est où en fait? C'est déjà en Picardie? C'est plus en Normandie la Baule? Passons, merci. Merci au fact-checker de travailler. Et... La Baule, Loire-Atlantique. Oui, donc c'est en Bretagne. Ah oui, c'est en Bretagne, bah voilà. Ah, merde, c'est vachement plus au sud. Ok, pardon. Eh ben, autant pour moi, vous voyez, je suis vraiment à la ramasse. Et puis bon, il y a l'UDI qui a fait sa université d'été à Barcarès, à côté de Port-le-Cat, justement, le 7 et 9 septembre. La République En Marche, elle s'est contentée d'un séminaire de rentrée avec ses élus à Tours, mais il y a quand même eu beaucoup de ministres qui se sont déplacés, donc l'événement a été très couvert, et notamment un discours d'Édouard Philippe. Oui, merci Perceval de rappeler qu'effectivement Bruno Retailleau a été président de la région Pays de la Loire. Il est encore sénateur du Maine-et-Loire, c'est ça? En tout cas sénateur de la région. Et effectivement, c'est normal que ce soit à La Baule. Et ça fait sens. Et donc Touquet, par contre, c'est bien en Normandie. Là, j'avais, bon, autant pour moi pour La Baule, c'est la fatigue et la reprise. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai envie de dire, la Baule-toi, et mets un pouce bleu. Abole-toi, mets un pouce bleu. Merci. On est Excusez-moi au pour ça. Touquet. Voilà. En plus, il faut vous dire que dans le nouveau dispositif, nous n'avons plus de mur entre la régie et nous. C'est ça. Donc, nous sommes beaucoup plus proches. Alors, peut-être qu'on est plus éloignés, mais comme il n'y a plus ce mur, Nous sommes on plus se sent proches. beaucoup plus proche. J'ai l'impression que je pourrais le toucher. On est à la fois proche et distant. C'est ça. toute une beauté poétique qui se crée entre nous. C'est magnifique. Et je vais te laisser continuer ton émission. J'espère que vous sentez cette électricité quoi, pendant l'émission. Alors, Et on a la clim aussi, c'est quand même vachement mieux. et on a la clim, donc j'ai presque froid là en fait. Bon, donc tout ça s'est très bien passé en plus, hein, si vous prenez le point de vue des parties, tout ça a été un succès, on dit rarement du mal de sa propre kermesse, hein, mais il reste des petites sauteries, hein, parce que dès demain par exemple, nous avons encore les universités d'été du Modem, alors je crois que c'est la Guidel dans le Morbihan, Absolument à côté de Lorient. tout à fait, et en même temps, donc ce week-end, d'ailleurs c'est à Paris, allez-y, hein, c'est le congrès de Debout la France au cirque d'hiver, il n'y a pas d'animaux mais il y a des clowns, excusez-moi. Donc ce sera le 6e congrès de ce parti. Ce manque d'objectivité. Aucun me suspense sidère. par contre. Normalement, il restera le chef. Et pour finir toutes ces universités d'été, séminaires de rentrée, universités d'élus, les 29 et 30 septembre, au lieu de faire des universités d'été pour les militants, la République En Marche organise les Journées LAREM, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont en principe organisées sur tout le territoire par tous les comités locaux et qui sont destinés à remplacer les universités d'été du vieux monde, hein, et faire différemment. Alors, un article de Mediapart insinuait que c'était pour éviter que les militants se rencontrent et échangent entre eux. Bon, c'est un peu naïf parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer forcément pour échanger, même si le fait de mettre les gens au même endroit peut faciliter parfois les échanges. C'est vrai. On peut aussi imaginer que c'est pour masquer l'absence d'un corps militant, hein. Je l'avais pas vu, mais effectivement Sylvain au taquet a bien mis l'image, donc c'est difficile de savoir si ça marche bien là en amont. En tout cas, j'ai été voir l'agenda du parti sur le site et il y a quand même plein d'événements prévus les 29 et 30 septembre, plutôt les 29 d'ailleurs, enfin, le 29, un peu partout en France, mais la recherche c'est pas facile. Il n'y a pas de catégorie journée LAREM, vous pouvez chercher que géographiquement, donc bon, j'ai quand même pu voir qu'autour de Paris il y en avait quand même beaucoup. Et donc, visiblement en tout cas, sur le papier, il y aura plein d'événements. Est-ce qu'il y aura beaucoup de militants au rendez-vous? Ça je sais pas. Alors, JA25, on dit militant ou adhérent à En Marche? Bonne question. En fait, est adhérent toute personne qui a laissé son adresse mail. Donc à ce titre, je suis adhérent d'En Marche, mais dans ce cas-là, je suis aussi adhérent des Républicains, parce que je reçois la newsletter des Républicains, ainsi que celle de LV Non, parce d'ailleurs. que dans les Totale statuts transparence. des Républicains, la notion d'adhésion est différente. Oui, non, bien Donc sûr. tu dis n'importe quoi en fait. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Je dis que à ce compte-là, je suis aussi adhérent aux Républicains.
Par contre, effectivement, La République En Marche revendique 400 000 adhérents, donc en fait d'abonnés à sa newsletter, hein, tout simplement. Par contre, effectivement, sur les militants, là on peut peut-être enlever un zéro. En tout cas, c'est l'estimation justement de Mediapart. Et je serais flou, Régie, je serais apparemment flou. Et, euh, et voilà. Dans tes propos, tu es flou. Je suis flou dans mes propos, littéralement. Bon, bah Jean-Sébastien Bach du 34 précise. Est-ce que je suis flou dans mes propos ou je suis flou à l'image? Non, j'ai peut-être pas fait la mise au point correctement. Ah, d'accord. Hein? Ah, Sylvain se lève, événement. Donc, ça me permet d'embrayer sur l'état des partis, hein, parce qu'en fait ça va bien pour personne, hein, on peut le dire. Non, l'image est nette. Bon bah écoute, c'est bon. Moi sur le retour que je vois, je suis à peu près net, hein, mais alors Kitouflux demande le modèle de la caméra. Ici je vois, c'est une Blackmagic, je sais plus quoi. Tu peux googler Blackmagic, je sais plus quoi. Elle est toute petite, si ça peut aider. Hein. Désolé. Alors, je vais vous dire ça pour la carte. Mais vas-y, je te laisse continuer. Voilà, alors bah, on va enchaîner sur l'état des partis à cette rentrée, hein, parce que là, bah, je viens de vous dire que En Marche, enfin la République En Marche, revendiquait 400 000 adhérents, mais qu'on pouvait dire qu'il n'y avait que 40 000 militants, ce qui est pas dégueu, hein. Je connais pas mal de partis qui seraient contents d'avoir 40 000 militants actifs, prêts à aller taper des portes, distribuer des tracts, échanger avec les élus locaux et même organiser les futures campagnes électorales. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup moins que 400 000. Et au niveau de l'ambition, après, c'est encore autre chose. Bonsoir, Armitil PCF. Tu es sur quel fuseau horaire? Tu es à Moscou, en Turquie peut-être, où il fait déjà nuit, pour me dire bonsoir comme ça. Alors, c'est une Blackmagic Micro Cinéma Caméra. C'est vrai qu'elle est petite. Donc je vous demande, vous, si vous connaissez un parti qui va bien, parce qu'en fait j'ai fait le tour des partis là, et en fait je n'en vois pas qui va très très bien. Le modem. On va prendre les Républicains. Excusez-moi. Pardon. Donc déjà les Républicains, pour commencer par eux, qui sont censés, qui se revendiquent le premier parti d'opposition, en tout cas au niveau parlementaire c'est le cas. Ils ont quand même fait 4 événements différents pour le même parti, hein, ce qui est synonyme de mésentente, hein. On a un événement autour de Valérie Pécresse, hein, et de son club libre. On a un événement autour de Wauquiez, hein, son ascension du Mont Mézinc, si ma mémoire est bonne. Un troisième autour de Bruno Retailleau et avec des fédérations. Et un autre organisé par les jeunes. Bon, ça commence à faire beaucoup. Les jeunes eux-mêmes étant d'ailleurs en crise, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en plus avec Wauquiez qui reste impopulaire, y compris au niveau de la droite, hein, parce qu'en plus il y a, alors, on sait ça grâce au sondage, ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche ça donne quand même des clés, hein. Ça fait 10 mois qu'il est à la tête des Républicains et il continue, 10 mois après à la tête des Républicains, il continue à être derrière Nicolas Sarkozy à la Juppé dans le personnage quelqu'un le mieux à la droite, alors que bon, les mecs sont quasiment à la retraite, hein. Euh, et, euh, et sinon, en fait, il n'a qu'à la droite que pour 41% des personnes interrogées et 57% des sympathisants de droite, en fait. Mais le problème, c'est qu'il est distancé par des gens comme Xavier Bertrand, qui même s'est mis en retrait des Républicains et qui préside simplement la région des Hauts-de-France. Merci pour l'image. On peut noter le très bon travail d'iconographie de Le Point, qui a mis une photo de Laurent Wauquiez au poil avec le sujet. La petite bouche pincée, les yeux au ciel, on dirait qu'il regarde le titre et que ça l'emmerde. Ah non, il lève pas trop les yeux, mais il vient de le titre et ça l'emmerde. Il a l'air chafouin. Il a l'air chafouin, ouais, exactement. Alors en fait c'est les bords de mon corps qui est flou. Alors ça c'est peut-être à cause du réglage du fond vert. Oui, c'est l'incrustation du fond vert. L'installation est pas finie ici, donc... Voilà, en fait je m'en prends plein la gueule en lumière, que je trouve trop forte, et ça suffit pas visiblement, mais bon, ce sera mieux bientôt, et on a plein de trucs à vous montrer encore. On progresse. On progresse. On peut que être meilleur, vous allez voir. Oui, alors il y a autre chose qui en plus met le bordel au sein des Républicains là récemment. Je l'ai oublié, puisque dans les sondages pour les européennes, les Républicains restent à autour de 15% et quasiment au coude à coude avec la France Insoumise, ce qui n'est pas extraordinaire quand même, distancé par le Front National, pardon, le Rassemblement National. Je vais y arriver un jour.
Et en plus là, pour couronner le tout, ils se prennent une division vraiment idéologique pour le coup, pas seulement des histoires d'écurie, mais vraiment une division sur la conception de la droite et ce qu'on doit défendre, puisque en fait là ils sont pas d'accord entre différentes figures des républicains sur faut-il ou non soutenir Viktor Orban. Alors, petit rappel, Régis, je t'en prie, Orban c'est le Premier ministre hongrois issu d'un parti de droite qui s'appelle le Fidesz, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, j'aurais pu vérifier, qui tient des propos assez réactionnaires pour utiliser une litote au sujet notamment des droits des minorités sexuelles, l'égalité des sexes, la liberté d'expression. On en a beaucoup parlé dans la matinale de lundi. C'est vrai, notamment. merci. Comme j'ai pas écouté toute la matinale. Alors la Hongrie, voilà, c'est un petit pays, je dis petit parce qu'il n'est pas très grand quand même, d'Europe centrale, à côté de l'Autriche, de la Bulgarie et au nord de l'ex-Yougoslavie, pour y aller vite. Viktor Orban, il est Premier ministre réélu en 2014 et en 2018, haut la main, je dirais. En plus, le système électoral en plus a été modifié pour favoriser le parti majoritaire. C'est encore pire qu'en France en plus parce que c'est à un tour comme en Angleterre. Donc vous imaginez En fait, que c'est pas pour favoriser le parti majoritaire, c'est pour contraindre les autres à moins facilement pouvoir se présenter face à lui. c'est ça. Peut-être. C'est plus subtil. C'est plus que ça. subtil, avec en plus des fois même des partis qui pouvaient plus se présenter parce qu'ils n'avaient pas assez de signatures de personnes, enfin des modifications constitutionnelles et électorales assez lourdes pour les partis d'opposition. Et alors son parti en fait, le Fidesz, est membre de la fédération de droite européenne, le PPE, donc le Parti populaire européen, dont sont membres aussi les conservateurs britanniques, la CDU allemande, donc le parti de Angela Merkel, le Partido Popular espagnol, et les républicains. Donc en fait, le 12 septembre 2018, malgré ce soutien, cette appartenance au PPE, il s'est quand même trouvé une majorité de députés européens qui se sont prononcés en faveur du rapport sur l'état de droit en Hongrie, qui a été rédigé par une eurodéputée écologiste qui s'appelle Judith Sargentini. Elle est néerlandaise, d'ailleurs, qui en fait a demandé au Conseil de l'Union européenne de déclencher la procédure de sanction prévue par l'article 7 du traité sur l'Union européenne, donc contre la Hongrie. Donc là, j'enfile mon costume de Asselineau et je vous dis, est-ce que vous avez entendu parler de l'article 7 Oui, qu'est-ce que c'est? Les gens ont regardé la matinale d'Acropolis. Car ça a dû être, oui, là, c'était évoqué la matinale, que je n'ai pas regardé en entier lundi dernier, et j'ai la preuve que je l'ai regardé au moins un bout, puisque j'ai fait mon resub lundi dernier, Ouais. donc il y a la preuve sur la vidéo. Et donc l'article 7, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Donc je vais pas vous le lire en entier, parce qu'il est long, vous le voyez derrière moi, et d'ailleurs je le cache un peu, mais il est sur Wikipédia simplement, et même simplement sur le site du Conseil européen. Donc cet article, en fait, il est convoqué dans un but politique, il y a pas c'est pas juridique, c'est pas comme éventuellement la Cour de justice européenne, pour en fait suspendre éventuellement de l'Union un État qui ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne, qui elles figurent dans l'article 2. Et lui, cet article 2 est court, et je vais vous le lire. Enfin, suspendre le droit de vote notamment. Le droit de vote, merci, oui, j'ai manqué de précision. C'est bien d'avoir cette petite voix qui nous rappelle ce qu'il faut dire. Et alors, l'article 2, je vais vous le lire, parce qu'il est court. L'Union est fondée, l'Union européenne, est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Fin de l'article 2. Donc en fait, la Hongrie, par ses attaques répétées sur la liberté de la presse ou les droits politiques en général, ne respecterait pas ces valeurs. Et donc cet article a été enclenché aussi en juillet 2017 contre la Pologne. Mais alors quel rapport avec les Républicains, me direz-vous? Eh ben en fait, certains ont voté contre ce déclenchement de l'article 7. Donc, alors sans surprise, les députés d'extrême droite ont évidemment voté contre, tout le Rassemblement national, Canal officiel, ainsi que les dissidents type patriotes, en tout cas pour ceux qui étaient dans l'hémicycle. Mais sinon, donc chez les Républicains, il y a plusieurs eurodéputés qui ont voté contre ce rapport, malgré une consigne de vote au sein du PPE, c'est-à-dire que le PPE avait dit vous votez pour, on se désolidarise du Fidesz sur ce coup, et donc malgré cette consigne de vote, 3 députés ont voté contre, Nadine Morano, Angélique Delahaye et Franck Proust, et d'autres sont abstenus. Alors l'abstention en plus elle n'est pas neutre, parce qu'il fallait les 2 tiers des eurodéputés pour que le vote soit acquis. Et donc Michel Marie, Arnaud Danjean, Rachida Dati, Geoffroy Didier, Brice Hortefeux et Philippe Juvin sont abstenus et donc ont mis en danger la majorité. Et tout ça aurait pu rester... oui, ça fait 6, Raven. 3 ont voté contre et 6 sont abstenus. Donc en tout 9 en fait ont pas voté pour. Ce qui fait beaucoup.
En fait, dans un entretien au Figaro, aujourd'hui même, Wauquiez a défendu Orban, je cite, Je parle à Merkel comme à Orban, il a toute sa place au sein du PPE, il a été élu démocratiquement, tous nos braves censeurs devraient s'en souvenir. Donc voilà, c'est... Donc là, ils ont un petit problème quand même pour un sujet au niveau européen. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils soutiennent Viktor Orban? Est-ce qu'ils ne le soutiennent pas? Donc le président du parti le soutient, va à l'encontre en fait d'une consigne de vote donnée au niveau européen, et il se heurte à des gens comme Valérie Pécresse qui défendent une vision plus humaniste de la droite, style, mais c'est aussi que défend Xavier Bertrand, pour rester plus sur une droite centre-droit, républicaine, disons, alors que Laurent Wauquiez, j'en ai déjà parlé beaucoup, vise plutôt un électorat qui est tenté par le Front National et plutôt un électorat et les thèses identitaires au Front National, par Rassemblement National et l'extrême droite en général. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, en tout cas pour l'instant, eh bien, ça provoque un gros débat au sein des Républicains. Mais pour parler aussi des choses qui vont bien, Pour répondre à Jean-Sébastien Bach du 34, oui, c'est j'ai le vote raté de les quelle questions. loi? C'est le vote de du déclenchement de l'article 7 pour la Hongrie qui entraîne une procédure en fait Alors, c'est un peu complexe parce qu'en à fait, plusieurs étapes. c'est ça, il faut plusieurs. C'est explicité dans l'article 7 hein, qui donne toutes les étapes. Mais en fait, le Parlement européen ne fait que demander au Conseil européen, qui réunit, si ma mémoire est bonne, en fait, les ministres de l'Union européenne, et ça, il Absolument. va appartenir aux ministres de l'Union européenne de décider si, oui ou non, l'article 7 est enclenché après le vote du Parlement européen. Sans vote, c'est impossible, mais je crois qu'avec le vote, c'est pas non plus assuré que les ministres le fassent. C'est les limites de la démocratie européenne, disons. Alors en fait, il faut qu'il y ait une majorité des 2/3 pour déclencher le truc. Et merci Persifleur pour Merci. le sub. Tu me coupes la parole, je vais dire merci Persifleur pour ton sub. Alors, on lui dira merci 2 fois comme ça. Eh ben oui, merci Double encore. merci. Mais c'est pas ça qui déclenche les sanctions. Pour qu'il y ait sanctions, il faut que les 27 autres États de l'Union votent pour les sanctions. D'accord, ça va faire beaucoup. Et ça n'arrivera pas a priori, puisque la Pologne est également concernée par l'article 7. Exactement. T'allais le dire ou Hein? Non, vas-y. J'ai dit que la Pologne, en fait, déjà, avait été, un vote avait été fait en juillet dernier. Et la Pologne est protégée, entre guillemets, par la Hongrie. Voilà, Et ils du se coup, soutiennent les uns les autres. Et la Pologne va soutenir la Hongrie, et donc les sanctions sont assez peu probables au final. Sachant que ces pays font aussi partie d'un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrad, où il y a aussi la Slovaquie et la Tchéquie, si je ne m'abuse, et peut-être la Bulgarie, ça faudrait voir, vérifier. Où en fait, pardon, excusez-moi. Où en fait il y a, à cause en fait de la crise des migrants, ils se sont réunis pour ne pas ouvrir leurs frontières. Merci Persifleur, qu'est-ce que tu nous dis? Je l'avais promis avant les vacances, le voilà pour fêter mon entrée en master géopolitique. Eh bien, félicitations à toi Persifleur, écoute, bonne année en master de géopolitique. Ça a l'air vachement intéressant. Dis-nous dans quelle fac tu fais ça, parce que je savais même pas qu'il y avait des masters de géopolitique, c'est chou. Tu vas remplacer Pierre Aski sur France Inter l'année prochaine, c'est ça? Zoldru, ça parle de l'Eurovision là, presque, mais figure-toi, effectivement, Zoldru, que parfois on repère dans les logiques de vote à l'Eurovision, je sais plus, des logiques proches de celles du groupe de Visegrad, puisque les voisins votent pour eux, les Balkans, les pays de l'Est, etc., etc. Alors, oui, alors pour parler quand même de quelque chose qui va bien chez les Républicains, donc j'ai vu ça en préparant l'émission ce matin, oui, car j'ai fini de préparer l'émission ce matin, pour toi public. C'est tombé ce matin, donc là aujourd'hui ils commencent les journées parlementaires, les députés les Républicains, pardon, et ils vont proposer 20 idées sur la ruralité contre, je cite, Macron, le président des villes. Qui est le leitmotiv de les Républicains et de Wauquiez en particulier depuis le début de l'élection de Macron, hein, que Macron d'ailleurs combat en avantageant, pardon, à mon avis, de manière assez outrancière, mais bon, c'est mon avis, les chasseurs, pensant toucher toute la ruralité. Donc la droite veut proposer une vision qui va à l'encontre de la métropolisation de la France et défend donc le périurbain contre les grandes villes, les métropoles. Donc vous pouvez mettre là-dedans la proximité des services publics, la proximité des services en général, les transports, évidemment le prix de l'essence, enfin du carburant en général. Ils vont sûrement glisser un petit mot sur le 80 km/h. Mais j'avais pas la liste complète, puisqu'en fait c'était une exclusivité européenne visiblement, et que c'est cet après-midi qu'ils vont présenter ces 20 solutions, ces 20 idées pour défendre la ruralité contre Macron, président des villes.
Donc là, vous voyez que à gauche, Macron, c'est le président des riches, et à droite, c'est le président des villes, où chacun va défendre en fait le périurbain rural côté les Républicains, et même Front National, Rassemblement National, et les classes populaires et moyennes côté gauche, où on accuse Macron de favoriser les riches par sa politique fiscale, tout simplement. Alors, est-ce que ça va prendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des retours médias au-delà de cette petite annonce sur europe1.fr? Je ne sais pas, on verra ça ce soir, demain. Mais bon, voilà, en tout cas, il tente de faire acte de proposition contre le président de la République et ses actions. Sa politique. Sa politique, merci, c'était le mot que je cherchais. Je l'avais senti. Raven nous dit plus de diesel à tous les coups. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à défendre le diesel quand même, parce que les effets sur la santé sont assez acceptés par tout le monde maintenant, donc on verra, je ne suis pas sûr. Jean-Sébastien Bach, ah c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec président des riches et président des villes? C'est peut-être lié en fait. C'est pas totalement faux ce que tu dis, puisqu'effectivement aujourd'hui avec les phénomènes de métropolisation qu'on observe en France depuis une quinzaine, vingtaine d'années, renforcés par en plus le fait de donner à ces métropoles un statut, hein, Lyon métropole, la ex-Marseille Provence métropole, le Grand Paris qui voit pas encore le jour, mais bon, hein, peut-être qu'à l'horizon 2040 on aura un Grand Paris. Il y a un phénomène de concentration des richesses au sein des villes, au sens large bien sûr, et ça se voit d'ailleurs dans le vote, hein, puisque le vote des villes est complètement différent du vote des régions qui les entourent, et où en fait on parle de moins en moins. Il y a toujours évidemment des votes régionaux, hein, l'Alsace vote plus à droite que l'Aquitaine, mais où après on peut voir aussi un vote qui est au sein de l'Alsace, Strasbourg vote de manière tendancielle plus à gauche que les campagnes alsaciennes, et dans les régions de gauche, les centres-villes votent plus à gauche que les campagnes environnantes, y compris dans les régions de gauche, hein, même quand les campagnes votent à gauche, ça vote encore plus à gauche dans les villes. Oui, c'est ça. C'est le cas globalement partout en fait, dans le monde. Alors en tout cas dans les pays développés, dans les pays développés j'entends. Exactement. Tu vois le Royaume-Uni le Royaume-Uni des villes a voté contre le Brexit, le Royaume-Uni des campagnes plutôt pour. C'est Trump qui a été élu plutôt par les campagnes. C'est ça. Ou les villes qui sont pas en pleine croissance. Voilà, la carte électorale américaine est encore plus folle parce que t'as le milieu Trump et les côtés. Ouais, en fait, c'est un archipel démocrate, uniquement les centres-villes. C'est ça. Et parce qu'au Texas, il y a Austin, Houston qui votent démocrate et le reste vote républicain. Donc vous avez un petit archipel rouge, un archipel rouge, au milieu d'une mer bleue de républicains. Non, c'est l'inverse. C'est pas l'inverse de la France, je me trompe à chaque fois. Ah, on est prêt pour ce que tu sais. Ce que je sais, non, je suis pas prêt, moi. Tu n'es pas prêt. Raven, les villes sont presque toujours pas à gauche. Exactement, ouais. Alors. Oui, Armity, en Dordogne, il y a les deux grandes villes gérées par. Alors après, il y a des exceptions, hein, je parle de manière tendancielle, hein, et un vote national par ailleurs n'est pas la même chose qu'un vote local où des fois des villes votent à gauche pour l'élection présidentielle, mais vont reconduire leur maire de droite aux élections suivantes. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont voter. Vous avez, mettons, 75-80% de gens qui ont voté pour la présidentielle, donc ça a mobilisé y compris les quartiers populaires d'une ville par exemple, et aux élections municipales, mettons 2-3 ans plus tard, eh bien, les quartiers populaires ne vont pas les voter, et donc il va monter à la liste de gauche ces quartiers pour pouvoir espérer gagner. Et comme vous allez avoir uniquement 45-50% de participation, eh bien, la liste de droite continuera à diriger la ville parce qu'en fait, des gens ne seront pas allés voter, tout simplement. Tu vas dire quelque chose, Sylvain? J'allais dire à Paris, la ville est à gauche et la région est à droite. Oui, bon, Paris c'est un départ. Enfin, bon, Paris c'est pas l'extrême gauche et la région c'est pas l'extrême droite. Non plus, ouais, en plus. C'est un peu ce que dit Ramitil, la Gironde c'est pareil, département à gauche, Bordeaux plutôt à droite. C'est pas l'extrême droite qui est à Bordeaux non plus. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, si on regarde les votes nationaux de Bordeaux, ce sera tendanciellement plus à gauche que les élections municipales qui ont vu l'élection de Alain Juppé. Oh, écoute, alors, Pac-Man 771, merci pour ces 35 € en l'honneur du communisme. Eh bien, écoute, camarade, merci. Si on pouvait lancer l'hymne de l'URSS, peut-être en récompense, ce serait peut-être la moindre des choses, je sais pas, Régis. Je pense que ce serait insulter le communisme que de le réduire à l'URSS, à la Russie, pardon. C'est pourtant la seule expérience qui a réussi, hein. Non, c'est pas ça. L'hymne cubain, alors. Pour remercier Pac-Man, je vais lire le texte littéral. Moi, alors que c'est quand même difficile. D'accord, merci Pac-Man, ça fait chaud au cœur. Vive le communisme. Ou une internationale, d'accord, oui, je connais le refrain en plus, hein, mais bon, j'ai déjà fait, en plus, retrouver le clip, j'ai déjà chanté.
Voilà, maintenant t'as les emotes, persifleur, c'est parfait. Et non de net, il n'y aura pas les cœurs de l'armée rouge. Alors, continuons. Continuons. Oui, donc au niveau des partis qui vont coup-ci coup-ça, nous avons En Marche aussi. Donc le problème d'En Marche, comme c'est parti au pouvoir... Oh. Debout les damnés de la terre. J'arrête là parce que je suis pas sûr que ce soit libre de droit. Ah. Je pense, hein, mais par Alors sécurité. pour introduire En Marche, t'es parfait. Hein. Bah, n'est-ce pas? Donc En Marche, la santé du parti est largement dépendante de la santé de l'exécutif, c'est-à-dire le président et le gouvernement. Donc évidemment, et aussi la vie du groupe parlementaire, puisqu'il est majoritaire. Et là, vous me voyez venir, il s'est passé pas mal de trucs. J'ai fait une liste et elle est super longue. Donc là, j'ai un logo, la République En Marche, normalement, si... Il est déjà affiché. Bah oui, mais j'ai pas de retour. Hein. Mais tu sous-entends, je suis pas professionnel. C'est la suite de notre sketch, le vieux couple en stream. Alors, donc évidemment, il y a l'affaire Benalla, hein, avec les auditions qui ont eu un succès fou quand on était en vacances, en plein cœur de l'été, quand en plus il y a peu d'actualité, ce qui a conduit en plus à une méthode de développement et de recherche plus ou moins d'ailleurs, comment dire, pertinente à ce sujet. Il y a eu la démission de Hulot par surprise, y compris pour lui-même hein, d'ailleurs, parce que quand il est rentré dans le studio, il savait pas qu'il allait démissionner en sortant. Bon, il avait prévu de partir, mais pas ce matin-là sur France Inter. Donc c'est quand même le départ du plus emblématique des ministres issus de la société civile. Je n'aime pas trop ce terme, mais bon, en tout cas il existe et c'est celui qu'on emploie. Et ça a marqué la fin de peut-être certains espoirs écolos chez certains militants En Marche et écolos. Hein. Il y a eu aussi pas mal de, des petites phrases présidentielles qui ont ruiné des bonnes séquences médiatiques. Hein. Annonce du plan de pauvreté, accueil plutôt, disons, avec honorable de la part des associations de lutte contre la pauvreté, en tout cas pas de scandale, et boum, traverse la rue, tu trouveras un boulot. Bon là à ce niveau ça confine au sabordage. Merci Pac-Man pour avoir remis 5 € encore. Ah la régie est pro, mais oui on le dit pas assez. Merci à Sylvain. Il y a la démission annoncée de Gérard Collomb, hein, qui est déjà candidat pour la super mairie de Lyon. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il va être à la fois ministre de l'Intérieur, quand même un des plus gros postes du gouvernement, hein, c'est la mission régalienne par excellence, l'Intérieur, la police, et pardon. Et donc pour l'instant il va être les deux à la fois, je ne sais pas à quel niveau ça va être tenable. Il y a eu l'hésitation sur le prélèvement à la source, hein, un moment assez incompréhensible, ou alors c'était pour générer du suspense et l'interview de 20h avec Édouard Philippe sur TF1. Tout ça en plus avec un vote serré pour la présidence du groupe, mais avant surtout l'abstention d'une quarantaine de députés La République En Marche pour le vote à la présidence de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une quarantaine de députés En Marche qui se sont abstenus pour le vote solennel à l'Assemblée nationale. Comme c'est un vote à bulletin secret, en plus on ne sait pas qui c'est, donc Richard Ferrand a été élu avec seulement 254 voix, alors que... oui, je retrouve pas mes chiffres. François de Rugy avait obtenu 353 voix. Voilà, c'est quasiment 100 voix de moins. En fait, en plus, il s'est retrouvé avec un candidat du MoDem face à lui, Marc Fesneau, c'est bien lui? Absolument. Absolument. Ouais. J'attendais une blague là-dessus. Qui a fait une... Non, pourquoi? Qui a fait le plein, lui, par contre, chez les élus MoDem, les 5... Ah non, pardon, les... voilà, c'était ça la blague. Je n'ai pas noté le chiffre, donc je ne sais plus, la trentaine d'élus, ou la cinquantaine d'élus du MoDem. Plutôt. Donc voilà, ça dénote d'une sale ambiance dans le groupe. C'est ajouté à ça ensuite un vote très serré pour la présence du groupe avec... Il a eu aussi les votes de l'UDI, je crois. A priori, Marc Fesneau. Marc Fesneau, d'accord, merci. C'est Okay. pas La République En Marche, mais voilà. Oui, ça m'avait étonné quand même. Le MoDem resplendit au-delà de... Ah, oui, c'est un parti qui monte malgré le silence des médias. C'est ça. Et donc un vote très serré pour la présidence du groupe. Rendez-vous compte, il y a eu une dizaine de candidats. Bon, il y en a 3 ou 4 qui ont ensuite lâché l'affaire. C'était juste là pour avoir leur nom dans la presse. Mais quand même 7 candidats pour le premier tour. Et au deuxième tour, ça s'est pas fait de manière franche. Hein. Il y en a un qui a eu une centaine de voix, l'autre 150 et quelques. Bon, voilà, avec quand même surtout des élus qui ne sont pas allés, enfin qui se sont abstenus pour justement ce deuxième tour de la présidence du groupe. Donc ça c'est pas la folle ambiance au sein du groupe parlementaire de La République En Marche. Reste à voir à quel point ça va influencer sur le parti, est-ce qu'il sera en ordre de marche et surtout si
ça va pas aller jusqu'au bout et il va y avoir un jour quand même un éclatement de ce groupe et un groupe dissident ou peut-être je sais pas centre-gauche ou carrément autre chose issu de la République en marche. Mais bon, je vous avoue que je parierais pas cher là-dessus parce que quand même rien n'est plus fort que la loyauté au parti qui vous a fait élire, surtout quand vous êtes député et qu'on est à ce point dépendant d'une étiquette pour sa réélection en 2022. Donc je parierais pas grand-chose là-dessus. Alors je regarde un peu le chat s'il y a eu quelques réflexions, mais j'imagine que sinon... Oui, merci Raven. Non, non, c'est pas Raven. Tata, qui l'a dit? Ah ah, j'ai perdu. Oui, alors il y a eu la sortie de Macron contre Castaner sur la réforme de la succession. Exactement, Castaner qui évoque éventuellement quand même de taxer plus fortement les droits de succession. Enfin de le rehausser simplement pour justement casser les phénomènes de rente et d'accumulation du capital de génération en génération, ce qui aurait été raccord avec un discours sur la pauvreté pour dire que il faut quand même qu'on puisse se sortir de la pauvreté et que ça va pas être une fatalité qu'on transmet à ses enfants. Et 3 jours plus tard, Emmanuel Macron a dit que niet, jamais de la vie on allait imposer plus durement les droits de succession. C'est un sujet qui rend fou en général les droits de succession, hein, même des gens qui a priori ne seraient jamais taxés sur les droits de succession, parce que on parle des gros patrimoines, hein, pas les, je veux dire, le français moyen n'hérite pas d'une fortune suffisante pour être déclaré au fisc et surtout, enfin, je ne suis pas fiscaliste, hein, mais en tout cas n'est pas imposé très durement sur les droits de succession, sauf évidemment sur des parents éloignés, mais par contre on parle des grosses fortunes et des gros patrimoines. Et bon bah donc c'est mort, il n'y aura aucune réforme des droits de succession. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait toutes les histoires autour de Françoise Nyssen, Agnès Buzyn, je ne sais plus, c'est trop haut. Ah, aide-moi Sylvain. Ah oui, c'est ça. Alors GA25, quelques petites affaires aussi qui entretiennent le climat, Nyssen, Pénicaud, Colère, exactement. Quelques conflits d'intérêts, un immeuble, enfin des bureaux d'Actes Sud, des maisons d'édition Françoise Nyssen qui sont changés sans avis conforme des architectes des bâtiments de France. Il y a 20 ans. D'il y a 20 ans, précisons quand même. Bon, d'ailleurs, bon, ça c'est assez, hein, une fois on est vite passé à autre chose quand même. Donc c'était pas l'affaire du siècle, effectivement. En revanche, Agnès Buzyn, c'est de quelle affaire que tu parles, Gia? Parce que il y avait son mari qui devait être élu quelque part, je ne sais plus, mais finalement il a abandonné sa candidature. Bien. Et oui, Charles Maurice, donc dans les comités locaux, c'est la mort du petit cheval aussi, j'aime beaucoup cette expression. Il n'y a plus personne alors que ça plafonnait à 80 à 100 personnes autour de la présidentielle. C'est vrai, et si vous êtes abonné à Mediapart, je vous invite, il y a un article qui fait le point là-dessus justement. Alors le problème c'est que c'est limité à quelques témoignages, mais bon, ça donne une idée effectivement de l'ambiance dans certains groupes où justement les gens ne viennent plus. Alors pour parler de ce que je connais, il y a effectivement toujours une différence entre déjà entre les campagnes électorales où les gens sont très motivés, viennent, etc. Et le creux de la vague, Ça c'est sûr. Et ça se voit ça dans arrive dans tous les partis, hein. dans tous les partis. L'intérêt pour la politique est différent. Ça s'est vu dans les audiences d'Acropolis. Dans tous les médias, D'ailleurs, dans tous les médias globalement, mais notamment chez Acropolis où il y avait moins de monde. En septembre-octobre l'année dernière, c'était le creux de la vague, hein. complètement. Bon, mon café est froid, je vais donc, comme le veut la tradition, le mettre sur la table. Petite dédicace à François. François, si tu nous regardes, on t'aime. C'est un élément... Enfin bon, non, pardon. Et alors, bon, quand même, le parti communique, le parti fait des choses, hein. Castaner se déplace en Europe pour chercher des alliés européens pour les élections européennes. Euh, Et donc, comme le faisait remarquer Charles Maurice, on ne sait pas trop vraiment quel est l'état de santé des groupes locaux. On va pas compter sur La République En Marche pour nous dire que ça va pas bien, c'est normal. Après, visiblement, ils sont conscients qu'il y a un malaise quand même, parce qu'il y a plusieurs articles comme ça sur le fait que les militants sont déçus, ne sont plus là, que l'ambiance n'y est plus, enfin qu'ils ont un coup de moins bien, quoi. Bon, c'est normal, hein. Comme je l'ai dit, comme l'a dit Sylvain aussi, les engagements ça va par vague, il y a toujours plus de personnes pour les élections. En revanche, donc là, quand même. Donc il a reproché des choses plus dures que simplement les gens sont plus là, hein. Il y a la verticalité de l'organisation qu'on peut qualifier d'autoritaire où le centre décide de tout. Alors ça va sûrement aller pour les élections européennes qui seront une élection nationale avec une seule liste nationale, donc le QG national peut tout gérer. En revanche, de mon point de vue, je pense que ça pourrait poser problème dans le futur pour les élections municipales, où ne c'est pas une élection nationale, mais bien 36 000 élections locales, puisqu'il y a 36 000 communes. Alors évidemment, bon, c'est pas
36 000 cas de figure différents, hein, vous avez selon la taille des villes, les régions, tout ça, mais malgré tout, il y aura à prendre en compte les avis locaux pour réussir ces élections. Par contre, la tradition d'En Marche, c'est les grandes marches. C'est comme ça que Macron avait lancé le parti, et donc c'est comme ça qu'ils vont lancer les européennes. Et là, ils ont des choses à dire, figurez-vous, parce que donc la semaine prochaine, mercredi prochain, ils vont annoncer en fait le bilan de cette marche, et ils ont même des chiffres à donner. Régie, bah c'est déjà fait, merci, c'est magique. Donc ils annoncent avoir mobilisé pendant 5 semaines, avoir frappé 230 000 portes et avoir rempli 80 000 questionnaires. Donc ça fait... c'est pas mal, moi je dois dire quand même, c'est plutôt honnête comme bilan. Et donc Charles Maurice nous dit que, sauf qu'ils sont en train de se tirer une grosse balle dans le pied pour les municipales à chier sur les comités locaux. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. S'ils font capoter tous les comités locaux, ça va être très dur d'en monter la pente. Après, pour les municipales, où il faut mobiliser ville par ville, et où c'est très dur de tout gérer du central. Et je fais Je t'en un prie. parallèle. Il y a aussi certains comités locaux qui se sont tirés eux-mêmes des balles dans les pieds, puisqu'il y a certaines personnes locales qui n'avaient pas de place dans les autres partis qui se sont mis en marche pour essayer de vivre, et ça a capoté tout seul Ah oui, oui. de soi. Je veux dire, c'est pas forcément que le national qui pose des problèmes. Alors, en politique, les opportunistes font souvent beaucoup de dégâts au niveau local, C'est ça. pas forcément au niveau national, mais au niveau local, ça peut être destructeur. Des gens qui parfois apportent toute leur énergie pendant un an et partent du jour au lendemain, et donc laissent des groupes locaux exsangues et en fait finalement en coquille vide. C'est been there, done that, comme on dit. C'était pas mal opportuniste. Alors GA25 nous demande si l'AREM va s'allier à la LDE finalement. Oui, alors c'est ce qui se dit, puisque donc Guy Verhofstadt a annoncé effectivement, Qui est le président du Ok. groupe ALDE. merci, rejoindre la dynamique En Marche, et donc en renonçant de son côté à présenter ce qu'on appelle un Spitzenkandidat, donc c'est-à-dire un candidat à la présidence de la commission. Puisque depuis les dernières élections européennes, en fait, les partis s'étaient plus ou moins mis d'accord pour présenter une figure, sauf les écolos bien sûr, qui en avaient présenté deux, hein, puisqu'ils veulent la parité. Donc il y avait eu José Bové et Ska Keller, un français, une allemande. Comme ça, personne comprenait vraiment qui était le candidat, c'était parfait. Et ça avait permis de faire des débats que personne n'avait suivis, mais bon, pour débattre des enjeux européens entre candidats, et ça permettait d'incarner justement les listes et de dire cette personne-là, si son parti est majoritaire au Parlement européen, c'est cette personne-là qui sera à la présidence de la Commission, et donc d'incarner et de mieux incarner et de politiser l'enjeu de la Commission européenne et surtout de sa présidence, pour qu'il y ait un lien entre la majorité du Parlement européen et la couleur politique de la Commission, et que ce soit plus, comme c'est le cas depuis finalement le début de l'Union européenne, un équilibre politique subtil ou un peu grossier entre les différents États membres. Je te vois zioter, Sylvain, tu voulais Bah, ajouter quelque chose? on en a parlé aussi un petit peu dans la matinale, puisque Juncker en a parlé dans son discours sur l'état de l'Union qui a eu lieu mercredi dernier, où il expliquait, enfin il avait été dit notamment que Macron et Verhofstadt soutenaient la suppression de cette histoire de Spitzenkandidat Mm. tant que les listes ne sont pas transnationales. D'accord, bon, ça a du sens, même si c'est dommage. Moi je pense que c'est une bonne chose, les Spitzenkandidaten, pour garder le pluriel allemand, et si les autres partis maintiennent un Spitzenkandidat et que seulement la LDE En Marche le fait pas, ça pourrait leur poser problème si jamais il y a des débats télévisés. Médiatiquement, ça pourrait être embêtant par un chef de file européen. De facto, il y en aura un de toute façon. Enfin, Peut-être qu'on le commentera sur Acropolis s'il y a un débat. mais moi, je serais ravi de faire ça, figure-toi. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. On vous donne rendez-vous pour le super débat des Spitzenkandidaten Sans la LDE, sans la LDE, donc, hein, mais bon, on pourra parler d'eux en leur absence. Et donc, bah écoutez, jeudi prochain, on parlera de ce bilan de la République En Marche sur les portes frappées. SOS portes frappées, bien sûr, pour cette blague de mauvais goût qu'on m'a glissée en chat. Je n'accuse personne. Et on verra si les chiffres collent avec le bilan qualitatif qu'ils vont en tirer. Parce qu'effectivement, c'est facile d'annoncer 230 000 portes frappées. Les questionnaires remplis, je veux bien les croire, parce que ça, de toute façon, ils peuvent les fournir quasiment. Après, ils pouvaient dire 1 million de portes frappées, hein, après, au même, sauf que ça diminuait le ratio porte-questionnaire, et ça pouvait être dommage. Voilà, voilà. Alors JA25, il y en aura un de Spitzenkandidat, donc puisque le PSE en aura un, c'est en effet possible, hein. La dernière fois c'était Martin Schulz qui était le Spitzenkandidat pour le PSE. De mémoire c'était Guy Verhofstadt pour les amis de la LDE, et Jean-Claude Juncker pour le PPE. Et puis les écolos avaient envoyé donc Ska Keller et José Bové.
Et je crois que c'est tout en fait. Je sais plus. Ça C'est me paraît tout, je crois que c'est tout. Car l'extrême droite a un problème, hein, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est toujours le problème. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 groupes d'extrême droite au Parlement européen. C'est qu'ils ont les petites inimitiés au niveau européen, souvent entre voisins par ailleurs, et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour peser. Peut-être qu'un jour ils arriveront à la dépasser, hein, et qu'au niveau, vu les enjeux, notamment des prochaines élections, et qu'ils arrivent vraiment à faire un gros score, c'est fort probable. Peut-être qu'ils dépasseront ça et réussiront à se réunir autour d'un candidat et prendre quelqu'un, une figure qui représentera l'identité européenne pour les prochaines élections. Alors, passons maintenant, justement, ça me permet d'embrayer sur l'état de santé du Rassemblement national, qui va pas très bien non plus, il n'y a plus d'argent, hein. Je vous rappelle que 2 millions d'euros ont été saisis préventivement sur l'argent que doit toucher le parti de son financement public et au titre des élections de 2017, hein. Donc le Rassemblement national peut à peine payer ses salariés actuellement. Donc de là à louer des salles ou à lancer des campagnes, c'est vraiment un autre problème. Pour donner un exemple de cette dèche financière où ils en sont, bon, moi j'ai fait partie d'un parti pour longtemps qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc ça me fait bien rire, hein, mais c'est qu'ils ont été habitués à vivre au-dessus de leurs moyens finalement. Là, ils organisent le 23 septembre prochain la fête du drapeau, très très beau visuel sur leur site, qui se tient à Mantes-la-Ville. Allez, le site, là, le visuel du drapeau, s'il te plaît. Mais c'est pas le site, ça n'a rien à voir. Non, pas le site, l'image du visuel du drapeau, de la fête du drapeau. Oui, non, mais voilà. Il y a Marine Le Pen dessus. Oui, mais elle est là. Merci. Plaisir. La régie est pro. Ah, parfait. Donc, la fête du drapeau, que j'avais oublié, il me semble que ça doit être plus ou moins une reprise de. Qu'avant, ils avaient fait les journées BBR, hein, pour bleu, blanc, rouge, comme le drapeau français, bien sûr. Oui, je vais revenir, hein, sur l'expertise psychiatrique à laquelle est convoquée ou invitée Marine Le Pen. Mais enfin, on peut en rire parce que, enfin bref, je vais revenir dessus. Cette fête du drapeau se tiendra donc le 23 septembre à Mantes-la-Ville, salle Jacques Brel. Alors, déjà, pourquoi Mantes-la-Ville, 20 000 habitants, à 1 heure de voiture de Paris, uniquement desservie par la ligne J au départ de Saint-Lazare? Eh bien, parce que le maire, c'est Cyril Naute, et il est du Rassemblement national, élu en 2014. C'est la seule ville Front National d'Île-de-France. Et la salle Jacques Brel, eh ben, pour vous donner une idée, c'est ça. Voilà, c'est une salle en fait municipale. Qui n'est pas encore affiché à l'écran. Qui n'est pas encore affiché à l'écran, merci. Dont j'ai retrouvé une image sur Google Street View, merci. Et voilà, donc je pense que ça leur coûte pas très cher. Ça doit être soit sur une salle prêtée en fait par la mairie, puisque s'ils s'engagent à le faire la même chose pour les autres parties, eh bien ils peuvent le laisser gratuitement. Voilà, c'est le deal en fait, ou alors un prix qui défie toute concurrence. Attention à tout café, il y a François qui vient d'arriver dans le chat. D'accord. Oups, oh merde. Salut François, on t'aime aussi. Coucou. Voilà, donc très belle salle Jacques Brel. Alors la ville était, enfin, voilà, Jacques Brel, c'est typique de ces noms de villes nouvelles, hein. Jacques Brel, Georges Brassens, Lino Ventura. Lénine. Alors moins Lénine quand même, hein. C'est plutôt des rues et des places. Il y a un stade Lénine à côté de chez nous là. Ah, faudrait faire un tour. Oh, quel indice! Quel indice! Eh, Et aussi, non, est-ce qu'on peut dire à 2 pas de... Non, pas tout de suite. il y a aussi la rue Lénine. Oui. Allez, enfin, il y en a plusieurs. Les gens ils vont croire qu'on est à Montreuil. Pas un indice, non, en fait c'est Bagnolet. Bon, tout ça pour dire que, alors je doute, hein, que les partis disparaissent comme ça, hein, parce qu'ils ont encore de la ressource électorale notamment, hein. Puis ils ont encore des élus partout maintenant. Exactement, ils ont des élus partout, en région. À mon avis, ils devraient conserver pas mal de députés européens. T'as dit Jacques Brassens, a priori. Jacques Brassens. Alors désolé, alors effectivement, mais c'est parce que j'ai vécu 20 ans dans une ville où il y avait une école Georges Brassens, il y a toujours d'ailleurs cette école Georges Brassens, où j'ai fait mon CP et mon CE1, donc vous comprenez, c'est gravé en moi. Donc c'est Jacques Brel et Georges Brassens. Ah, tu t'es arrêté Voilà. après le CE1, c'est bien ce qui me semblait. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je sais à peine lire en fait. Très bien. On est à Minsk, voilà, exactement. C'est pour ça que des fois il y a un peu de lag, c'est parce que Moscou nous coupe internet de temps en temps. Alors, donc le parti, je pense pas qu'il disparaisse du jour au lendemain, parce que en plus, les idées ne meurent jamais et que donc ils ont un potentiel électoral et idéologique quand même assez fort et toujours présent. Dans les sondages, ils restent bons. Marine Le Pen reste populaire auprès de son propre électorat malgré une baisse quand même conséquente après sa défaite à la présidentielle et le débat raté qui continue à lui nuire, n'est-ce pas? Et en plus, grâce au départ de dissidents
au Parlement européen. Ils ont peu de sortants en fait pour l'année prochaine, là en mai prochain. Et donc, Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Florent Philippot, hop, dehors. De toute façon, même s'ils se présentent sur une autre liste, qui serait celle des Patriotes pour Florent Philippot, il y a peu de chances qu'il ait passé 5%, et donc ils ne seront pas élus. Et surtout, ça laisse de la place pour d'autres candidats sur la liste officielle du Rassemblement national. Donc en fait, ils auront des postes affilés, et surtout après, ils auront des élus. J'espère qu'ils ne reproduiront pas les mêmes erreurs de la gestion assez libérale, disons, de l'argent du Parlement européen pour se refaire taper sur les doigts ensuite par, Ils sont pas encore tout à fait condamnés. par Olaf. Ils ne sont pas condamnés, mais bon, quand même, ça va arriver. Présomption d'innocence. Oui, exactement. Mais bon, c'est en cours et l'argent est gelé, et il y a quand même de fortes présomptions. Il devrait finir quand même aussi par récupérer le financement public. Et bon, surtout une fois que les coûts ont été réduits et qu'ils auront retrouvé leur nouveau rythme de croisière, sûrement au prix parfois même de licenciement. Faut dire les choses comme elles sont. Quand un parti a des problèmes financiers sévères, qu'est-ce qui est le plus touché en premier? C'est la communication et les permanents salariés du siège national qui se retrouvent licenciés. C'est un licenciement économique, comme quand une entreprise perd des clients ou un marché. En fait, on licencie. Une belle citation proposée par Jean-Sébastien Bach du 34 Brassens qui disait « Je n'aime pas ma patrie, j'aime la France ». Ok, après, je sais pas ce que ça voulait vraiment dire. Alors, Charles Maurice nous dit que ce serait bien un jour d'arrêter de qualifier de libéral un comportement délictueux. C'est un poil pénible. Désolé si j'ai vexé ta sensibilité de libéral, mais ce mot libéral, il est polysémique, surtout en français où il peut qualifier une politique économique de droite, tout comme il peut qualifier une politique sociétale progressiste, puisque si on est libéral sur les questions de société, c'est bien, en tout cas du point de vue de la gauche, et si on est libéral du point de vue économique, c'est mal. Du point de vue de la gauche. Du point de vue de la gauche, toujours, bien sûr. Alors que la droite, en tout cas la droite française sera plutôt libérale du point de vue économique et moins libérale du point de vue sociétal. C'est très subtil et ça demande parfois de faire le tri. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour revenir sur Orban, que l'on qualifie sa démocratie de illibérale, qui est une traduction mot à mot de l'anglais illiberal democracy. C'est lui qui a utilisé ce terme en premier jour. C'est même lui qui l'a utilisé. Je pensais que oui. c'était un auteur qui l'avait utilisé, que ça avait été récupéré ensuite. Voilà. Alors, toutefois, donc même si risque pas disparaître, c'est quand même une période difficile pour ce parti et aussi pour Marine Le Pen personnellement, puisqu'en plus, après les juges rouges qui prennent l'argent, s'ajoutent les psychiatres, puisque dans un courrier du 12 septembre que Marine Le Pen a tweeté en fait ce matin, elle aurait 10 jours pour se soumettre à une expertise psychiatrique. C'est une décision de justice, mais alors pourquoi? Petit retour, excusez-moi. Pardon. Petit retour donc sur ce qui lui vaut cette convocation ou invitation, je ne sais plus quel est le terme exact, à une expertise psychiatrique. En fait, elle a été mise en examen pour une diffusion d'images violentes. C'est un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors elle n'a pas eu ça, bien sûr. Ça c'est toujours quand on dit de quoi c'est passible, c'est le maximum. En fait, tout était parti d'une émission de RMC où Jean-Jacques Bourdin avait dressé un parallèle qu'on pourrait qualifier d'audacieux quand même entre le Front National et le groupe État islamique. Bon, je sens que c'est la gouaille du matin de Jean-Jacques Bourdin, n'est-ce pas? Des propos qui avaient quand même mis Marine Le Pen en colère, je peux la comprendre sur ce coup, et elle avait riposté en quittant l'émission, et sous le coup de la colère, elle avait mis sur le réseau social des photos d'exécution, rien que ça, perpétrées par Daesh, en fait, avec le commentaire « Jean-Jacques Bourdin, Daesh, c'est ça !» Un jour, le sujet au bac, c'était qu'est-ce que l'audace? Marine Le Pen, elle a tweeté Daesh, c'est ça, elle a eu 20 sur 20. Eh ben non, parce qu'elle a été mise en examen. Si elle a le bac, elle s'en fout. Ça a même d'ailleurs, il a même fallu voter la fin de son immunité parlementaire, mine de rien, parce que le bureau de l'Assemblée nationale a voté, et celui de la... Non, elle n'était pas députée à l'époque, donc ça a dû être voté au niveau européen. Donc ça a été voté, donc l'affaire a traîné longtemps. Et donc ça a été jugé et elle est en fait convoquée, invitée à une expertise psychiatrique. C'est une procédure normale et elle a le droit de refuser ce que je pense qu'elle va faire. D'ailleurs elle est avocate quand même, donc je pense que c'est quelque chose qu'elle connaît et donc elle fait mine d'être surprise. Mais bon, on va arrêter, c'est quand même quelque chose qui se fait et qui est automatique. Donc c'est pas parce que c'est Marine Le Pen qu'il faut pas lui envoyer ce courrier. Et merci Denet de copier-coller Linguisticae de répondre à Linguisticae qui a copié, en copiant
Eolas qui nous dit donc que c'est l'article 706-47-1 du Code de procédure pénale qui dispose que les personnes poursuivies pour les infractions mentionnées à l'article blablabla du présent code doivent être soumises avant tout jugement au fond à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Ok, eh ben merci, c'est parfait, donc c'est bien tout à fait la procédure normale et habituelle. Donc j'imagine qu'elle ne le fera pas et donc après elle pourra être jugée sur le fond. Tout simplement. Je doute qu'elle ait 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je pense qu'elle va écoper d'un rappel à la loi et peut-être d'un euro d'amende symbolique. Mais je ne vais pas trop m'avancer. Voilà, voilà. François nous dit une loi pour laquelle le FN a voté pour apparemment. LOL. Oui, et pourtant ils votent pas toujours pour tout ce qui est de la... Comment dire, d'une plus grande sévérité pénale. Au niveau européen, ils avaient par exemple voté... contre le registre unique des vols, ce qui est assez bizarre, par exemple. Alors, c'est une loi qui date de 2010, merci Donette, très bien, bravo, merci pour ces précisions. Le chat est pro. Le chat est très pro, c'est nos meilleurs fact-checkers, ils sont avec nous sur le chat d'Acropolis. Ah, c'est un seul vote d'après Perceval, c'est David Rachlin qui en tant que sénateur aurait voté pour, d'accord. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors, on va s'attarder au reste du monde, hein, au pluriel, hein, pour faire un jeu de mots qui rend hommage à Groland, n'est-ce pas? Je vais passer rapidement sur le modem, qui en fait maintenant s'est remis à jouer sa partition préférée par la voix de François Bayrou, le solo critique. Oui, rien de mieux qu'il aime que prendre de la hauteur, dire ce qui va bien, ce qui va pas bien. Donc François Bayrou a livré une interview critique sur le pouvoir, il a dit ce qu'il aurait fait, etc. Bon voilà. Et surtout, bon, parce que bon, ça à la limite c'est que des paroles, mais j'en ai déjà parlé, c'est le vote pour Marc Fesneau à la présidence de l'Assemblée nationale. Fesneau, pardon, ah oui j'ai mis un R, autant pour moi. Marc Fesneau, et sa belle chevelure d'ailleurs, faut le dire quand même. Hein. Oui, ne parlons pas du physique que pour les élus femmes, hein, parlons du physique pour les élus hommes. Ce n'est pas un arbre, donc ce n'est pas Fesneau. Ah, merci. Ah, le frêne, oui, ok. Malgré la belle chevelure. Allez, au boulot. Puisque donc là, il s'agit concrètement d'une... Tu veux pas remettre le truc vert sur toi? D'une candidature, je ferai ça pour disparaître à la fin. Incroyable. Cap d'invisibilité. C'est une référence à Harry Potter, je sais pas si vous connaissez, c'est un roman avec un donc magicien. Donc tu disais le modem. Alors le modem, oui. Donc ce vote pour Marc Fesneau est plus fort même que l'interview de Bayrou, tout critique qu'il soit, puisque c'est un acte concret. Hein. Ils ont présenté un candidat contre Richard Ferrand, auquel se sont ajoutées les voix de l'UDI. Donc c'est du concret, le groupe a dit « Oh attendez, nous on n'est pas toujours avec vous non plus, c'est bon, allez hop, on présente notre candidat. » Voilà. Donc ça c'est le modem. Là ils se rencontrent tous, modem à donc Guidel ce week-end. On leur souhaite un bon week-end. Je crois que sur le site il y a quasiment le contenu des repas, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Hein. C'est un très joli village vacances où ils vont tous les ans. Oui, apparemment c'est très joli. Saule-Morbihan est un très beau département avec une côte un peu sauvage, très belle. Ce n'est pas le Finistère, mais tout de même. J'y suis allé 2 fois, je peux témoigner, c'est très joli. Très joli, d'accord. Quand il fait beau. Et comme c'est la Bretagne, ça arrive pas souvent, on est d'accord. J'ai pas dit ça. Non, moi si, j'assume. Allez le chat, allez. Insultez-moi, Insultez-moi, faites péter les réactions. Alors... Ils sont au-dessus de ça, les Bretons, voyons. Mais oui, je sais bien. Il ne pleut que sur les cons apparemment. Et de toute façon, ils ont trop bu pour comprendre ce qu'on vient de dire. De toute façon, ils sont devant Brest TV. Silence gêné. On enchaîne ? On enchaîne. Alors, je vais pas faire un point sur tous les autres partis de gauche parce que bon, pour l'instant en fait, ils sont chacun en fait en train d'essayer de s'organiser pour peser le plus dans un champ de ruines, disons-le franchement. Il y a ELV, le Parti Socialiste, Génération.S et le PCF qui, même pour la prochaine élection, qui est quand même une élection à la proportionnelle où chacun peut se dire qu'il peut tenter sa chance à obtenir 4-5 élus, si personne n'est au-dessus des 5%, eh bien il y aura 0 élu. Donc je ne sais pas ce qui va arriver. Ils ont, à mon avis, jusqu'en janvier pour se disputer et soit quelqu'un émerge jusque-là et arrive à écraser tout le monde électoralement, soit arrive à faire se réunir autour de soi et de son programme et de sa tête de liste et de son logo, les différentes listes. Et donc, on verra. Mais je vais m'attarder sur le PCF parce que le septembre, c'est son mois, hein, puisqu'il y a eu la fête de l'UMA, donc bah, il y a bien une raison pour s'attarder sur le PCF.
d'abord, je vais quand même répondre à Charles Maurice, qui me traite de bobo parisien. Il te qualifie. Il me qualifie, pardon, de bobo parisien. Eh bien, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et puis C'est vrai. ça tape pléonasme en plus. Non, car il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, je suis dans un quartier qui n'est même pas bobo par ailleurs. Et ça me manque beaucoup. Même par contre, quand même, les commerces sont moins chers que dans un quartier bobo. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Oui, merci de ne pas m'envoyer du beurre sans sel, ce serait insupportable. Ah, oui, d'accord. Du coup, Yaman à la limite. Moi, Éventuellement, j'ai jamais compris l'intérêt de rajouter du sel à du beurre, mais bon, bref. j'ai jamais compris l'intérêt d'enlever le sel du beurre. Je veux dire que le lait est salé parce que les vaches broutent de l'herbe salée, c'est ça? Non, non, mais il y a du beurre demi-sel et le reste, je vois pas l'intérêt. Alors, alors ça va t'intéresser, Armitil, puisque nous allons parler du PCF. Et Amy, si tu as des commentaires à faire, puisque je parlais du congrès aussi, tu es la bienvenue pour compléter mes propos. Pardon. Donc ils ont par contre désigné leur tête de liste pour les européennes, hein. Il s'agit de Yann Brossa, j'en ai déjà parlé rapidement. Il a fait une affiche qui est très belle, très graphique, qui est un peu pompée sur une candidate démocrate du Bronx pour les prochaines élections, mais c'est pas grave, c'est quand même très joli. Il est élu parisien, il est adjoint au logement, plus précisément adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement et de l'hébergement d'urgence. Et il a sorti récemment un livre qui lui permet d'ailleurs de faire campagne sur ce livre, hein. Il fait des dédicaces dans des librairies. Le livre s'appelle Airbnb ou la ville ubérisée. Ça va peut-être un peu vite pour toi, tu peux mettre les deux images d'un coup, non? Je vois rien, je pas de retour. Donc tu pars du principe que ça va trop vite, c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce livre au sujet de la prédation des appartements par les plateformes comme Airbnb sur des villes comme Paris, Barcelone, Lisbonne. Voilà, comme il le rappelle en quatrième de couverture, Paris a vu 20 000 de ses logements disparaître au profit de Airbnb. Donc Paris est devenu la première destination mondiale pour Airbnb. Cocorico. Bon, le livre explore les conséquences de cette, je cite, ubérisation de l'urbain, la spéculation, les loyers plus chers, l'éviction des habitants des centres-villes et la ségrégation spatiale, ainsi que la standardisation et la disparition de commerces, transformation des temps de vie et des usages de la ville, hein, et la perte d'identité des quartiers. C'est effectivement quelque chose que vous pouvez toucher du doigt si vous allez au Marais, à Paris, où vous avez à la fois la disparition des habitants, tout simplement, qui était un phénomène déjà enclenché bien sûr, et la disparition des commerces de bouche au profit de commerces de luxe. Ces deux phénomènes qui s'alimentent entre eux en fait, puisque les commerces de luxe c'est pas vraiment Airbnb, mais le fait qu'il n'y ait plus que des touristes qui y vivent fait que la disparition des commerces de bouche entraîne l'arrivée des commerces de luxe, qui sera arrivé quand même, mais bon voilà. Et les touristes consomment plus des produits de luxe qui vivent Oui, mieux. Enfin, voilà. éventuellement. Ils mangent de l'or, c'est bien connu. Voilà, donc c'est un sujet très intéressant. Donc je l'ai pas encore lu ce livre, je l'ai pas acheté non plus d'ailleurs encore, mais c'est un sujet intéressant qui est d'ailleurs tout à fait à la fois dans son rôle d'élu parisien et raccord avec ce qu'il défend idéologiquement en tant que communiste. Merci Hermiti de le rappeler qu'il y a ce phénomène à Bordeaux également. Il existe finalement aussi à Barcelone et à Lisbonne aussi. Il existe aussi dans des villes plus petites. Dans Oui, dans la plupart des villes, plus ou moins selon la taille, mais c'est un phénomène généralisé. C'est un phénomène généralisé, exactement. Et en plus, avec des différences selon les villes, Paris reste, comment dire, absorbe mieux le tourisme de masse, puisque c'est à la fois très localisé et Paris est très très gros. Il y a 8 millions d'habitants dans l'agglomération, ce qui n'est pas le cas par exemple de Barcelone, où il n'y a que 2 millions d'habitants dans l'agglomération. Donc l'arrivée de beaucoup de touristes se voit beaucoup plus qu'à Paris, où il y a toujours eu beaucoup de touristes en fait. Et pareil à Lisbonne, qui est en fait une petite ville, et donc l'arrivée d'un tourisme massif, provoque des effets qui éventuellement n'étaient pas là à Paris. Ou par ailleurs, effectivement, comme le rappelle Matt Bab, les catégories populaires avaient déjà fui depuis une vingtaine d'années certains quartiers. Je ne parle pas des quartiers gentrifiés dans l'est de Paris, mais effectivement, le centre de Paris, l'ouest parisien, a été déserté par les classes populaires depuis très longtemps. Et il se trouve que c'est évidemment les quartiers les plus touristiques, puisqu'en fait un touriste à Paris, il va parfois finalement n'être que dans le triangle Tour Eiffel, Opéra, Louvre, en poussant jusqu'à Montmartre, qui fut populaire à une époque et Oui. qui l'est quand même de moins en moins. Notre-Dame plutôt que Louvre d'ailleurs. Oui, et j'ai oublié Notre-Dame, exactement. Et après ils prennent le RER, ils vont à Euro Disney. C'est ça. Voilà. Enfin, ils prennent le taxi pour aller au Disney. Non, c'est rare. Ça dépend des touristes. Ça dépend des touristes, mais bon, quand même, la ligne A est pleine de touristes, et ça se voit.
Ça se voit. Mais alors, ils font aussi un congrès, le PCF, et c'est là que Hermétile pourra nous en dire plus, sans doute, en tant que militante communiste. Alors, un congrès, pourquoi faire? Donc, je vous lis un résumé qu'ils ont fait eux-mêmes, hein. C'est pour répondre ensemble à toutes les questions des communistes, qu'ils et elles ont choisi à travers une consultation. Les chantiers de travail de l'autre congrès, hein, c'est le PC qui parle, ont été décidés lors d'une assemblée nationale des animateurs des sections locales le 18 novembre 2017. Ça commence à remonter, hein. L'heure est venue de notre propre révolution politique, rien que ça, et de notre réinvention. Nous nous donnons 1 an pour réussir. Donc c'est rien que ça, l'enjeu c'est quel est le renouvellement du parti. Je ne sais pas si Hermétile tu confirmes ou pas qu'il y a donc cet enjeu de renouvellement complet. Alors je sais pas, c'est pas très clair sur le site du Congrès s'ils vont aussi renouveler vont renouveler la direction nationale. Après, si c'est le cas, je vois pas beaucoup de suspense, hein. A priori, Pierre Laurent devrait continuer d'être le premier secrétaire du Parti communiste. Je ne vois pas d'opposition émerger. Merci Hermétile de confirmer. Donc il y a des chantiers, il y en a beaucoup, hein, et c'est très varié. Il y a aussi bien de l'interne que de l'idéologique, hein. Je vous en donne quelques-uns. Tout est sur le site du Congrès en fait. C'est à la fois de la révolution numérique, parler de la communication du parti, un chantier qui s'appelle Défi politique de l'antiracisme, un chantier sur la paix, tout simplement. Vaste programme, un sur l'écologie, un autre sur la culture. C'est la journée mondiale de la paix demain. Ah, c'est demain. Petite parenthèse. Très bien. Eh bien, nous observons une minute de silence sur la paix, un chantier sur le féminisme et un chantier vraiment très très interne qui est la formation des communistes, hein, c'est-à-dire la formation militante. Merci pour ce jeu de mots Malo que je ne répéterai pas à voix haute, je vous laisse le lire sur le chat. Et en fait, finalement, je vais conclure mon tour des partis juste par dire que s'il y a un parti qui va bien en fait aujourd'hui en France, alors je vois qu'un parti qui va à peu près bien, c'est la France Insoumise, en tout cas qui va pas mal, qui se débrouille bien, qui en fait est à mon avis le principal parti d'opposition à gauche, qui est même, je pense, le seul en fait parti d'opposition à gauche à avoir une assise médiatique suffisante. Le Parti Socialiste a beaucoup de mal à être audible, le Parti Communiste l'est plus du tout, les écologistes ne sont pas très présents. Donc en fait finalement la France Insoumise est le seul parti qu'on entend vraiment, alors qu'à droite il se tire la bourre entre les Républicains et le Rassemblement National. Et effectivement, merci à Zurich, vêtu, ils ont leur polémique avec l'immigration aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai rien préparé, donc c'est complètement de mémoire. Il y a, alors déjà, ça dépasse la France, hein, puisque au sein de Die Linke, il y a une députée qui s'appelle Sarah Hagenacht, non, une députée Die Linke allemande qui lance un mouvement, alors qui n'est pas vraiment un parti, qui est juste un mouvement informel, dont le nom allemand m'échappe, mais bon, qui a des positions un peu plus dures que la gauche classique sur l'immigration. Elle n'est pas totalement anti-immigration, mais elle va défendre des positions plus de quotas, etc. Sur l'immigration, histoire de ne pas se faire taxer, disons, de naïveté par la droite. Et c'est un débat qui existe aussi au sein de la France Insoumise, où un certain Georgi Kuzmanovic, qui est un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon, a tenu des propos assez durs sur l'immigration, qui n'ont pas été désavoués par Jean-Luc Mélenchon, alors qu'une partie de la France Insoumise, qu'on pourrait dire plus à gauche, même si c'est toujours délicat après de parler d'aile gauche, d'aile droite dans les partis. 50 nuances de gauche. C'est exactement 50 nuances de gauche. C'est plus une rose des vents, hein, de toute façon, la politique, qu'un simple cadran où on peut se positionner. Voilà, merci Gia de confirmer. Merci. Oh, Blue Chains nous dit que ça s'appelle Aufstehen, le groupe plutôt, qui signifie en allemand se lever. Il l'a bien désavoué. Hein. Qui a désavoué qui? Mélenchon a désavoué. Kuzmanovic? Ouais. Pas à 100%, hein. Non, je me trompe. Si, finalement. Semble, hein. Au début, c'était pas net, hein, parce que c'est quand même un fidèle. En plus, Kuzmanovic, c'est le conseiller de Jean-Luc Mélenchon sur les questions internationales. Donc, voilà, on sait bien ce qu'il dit. Oui, alors Dobby nous rappelle que Mélenchon était un toutou devant Macron à Marseille. Alors honnêtement, moi je préfère en fait que les personnalités politiques françaises, quand ils se rencontrent, ne se crachent pas dessus, ne se mettent pas sur la gueule, plutôt que et qu'ils gardent une certaine civilité en face à face. Je vous avoue que les images de parlement où les gens se battent, ou alors sinon quand les militants se mettent des coups de barre de fer
entre eux. Moi, je préfère qu'il y ait une certaine civilité quand même, et qu'on évince la violence physique et la violence tout court, même orale, de la politique, autant que faire se peut. Moins il y en a, mieux c'est. Et je veux dire que c'est assez irresponsable quand c'est un responsable politique, justement, qui a des propos très violents et parfois même d'incitation à la violence sur certaines parties de la population. Là, on était sur la courtoisie républicaine. C'est hein, tout exactement. simplement. Alors évidemment, ça fait bizarre parce qu'il avait complètement défoncé en meeting, Oui, puis mais c'est la le tribune, matin même c'est le en- meeting, et le meeting, c'est le matin exactement. de Bon, la alors, presse. c'est le problème quand on tient des propos d'estrade outranciers, ce que fait souvent Mélenchon. Quand on se trouve devant les gens, et ben, bon, on va pas non plus Assumer. tout lui répéter. Et effectivement, on peut dire qu'il assume pas à 100% ce qu'il a dit, mais je pense que politiquement, il assume, parce que quand on a la personne en face, Oui. il y a la différence entre la fonction présidentielle C'est ça. qu'assure Emmanuel Macron et la personne qu'on a en face. Voilà, il y a ce que la personne fait, c'est des idées que cette personne défend, qu'on peut combattre, mais ça veut pas dire qu'on va aller lui couper la tête ou même lui mettre un uppercut dans le plexus solaire. Voilà, et je pense que c'est bien qu'on garde une certaine civilité quand on se rencontre. Et en tant que militant, par ailleurs, quand on se retrouve à 4 ou 5 partis différents à diffuser des tracts au même endroit, c'est toujours agréable de ne pas se crier dessus, voire se frapper, parce que c'est jamais sympa en fait. Parce que des fois, ça arrive. hein. Et parce que ça peut arriver, y compris l'intimidation. Je l'ai vécu et c'est pas très drôle, y compris de la part d'un édile local, et c'est ça, c'est toujours chouette. Ah là 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 là. Je ne dirais pas non parce que bon, ça fait très longtemps et qu'on s'en fout et que ça n'a aucun intérêt, mais ça peut arriver, oui, oui. Allez, nous avons Malimalo qui troll Linguisticae T'as dit quoi? qui troll. Toi, tu le dis avec un O ouvert, toi? Qui troll? Qui Ouais. troll. Bah tu vois, j'hésite toujours sur le O. Et bah justement, il y a Linguisticae pour nous dire s'il faut faire un O ouvert ou un O pas ouvert. Donc sur Laurent Dodge qui va sortir un bouquin sur la langue française. Et ben je suis sûr qu'il est impatient, et moi aussi d'ailleurs, je suis impatient d'en lire les critiques et les bonnes feuilles. Et j'espère que Yann l'invitera sur le plateau de Acropolir si cette émission revient un jour sur Acropolis. Mais oui, exactement. Ah, on va rigoler. Troll, Fanny Dufos nous dit qu'il faut ouvrir le O. Bande de Parisiens. Bah voilà. Troll. Troll ou troll, je sais pas. Moi, j'ai C'est- toujours dit un c'est- troll, c'est- mais c'est là... c'est pas un troll des montagnes non plus. Ce qui est une petite plante tout à fait sympathique. D'accord, je ne savais pas. Moi, pour moi, le troll des montagnes, c'est une grosse bestiole. Pas très propre d'ailleurs. Bref, Alors, oui, moi j'ai fini mon tour et il nous reste 8 minutes d'émission, c'est parfait. Moi, alors, j'ai pas eu le temps passer, peut-être que vous aussi, je ne sais pas. Euh, Et donc il reste un peu de temps pour parler des projets pour cette saison. Il y a déjà eu, on vous a égrené des annonces depuis début septembre. Le partenariat dont il faut pas trop parler, l'arrivée de François pour les QAG, notre déménagement. pour tout ce qui est parlementaire, On vous a globalement, pas d'ailleurs. tout dit, quoi, pardon? Pour tout ce qui est parlementaire d'ailleurs, François. Oui, Il a exactement, fait oui, l'audition j'ai du dit les Sénat. QAG, mais oui aussi pour les auditions avec Benalla, qui ont été un succès. Merci d'avoir été au rendez-vous, hein. C'était tôt, c'était dur, il y avait beaucoup de café, j'imagine, des deux côtés de l'écran. La régie a bu une boisson dont je tairai le nom par pudeur, mais bon, en tout cas, c'était ça qu'il a carburé. J'ai eu des ailes qui m'ont poussé dans le dos après. Oh là là, incroyable, incroyable. Heureusement, le plafond est haut ici. Des caps lock, s'il vous plaît, dans le chat. Non, écoute, François, on parle de toi, mais on va arrêter tout de suite, hein. Alors, en ce qui concerne les invités auxquels je tiens, je vais garder les invités parce que ça permet de présenter des personnes, euh, d'échanger avec vous. Alors, au sujet des invités, pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas, je me sens plus à l'aise pour inviter des gens qu'on peut qualifier d'importants, enfin, en tout cas qui eux se considèrent importants. Donc j'ai commencé des invitations auprès de responsables soit internes soit externes, donc ça vous en saurez plus très bientôt. Donc j'en ai pas encore de calé vraiment à 100% pour les prochaines émissions, donc j'ai commencé mes recherches, tout ça. Alors tout le monde en plus n'est pas forcément disponible un jeudi après-midi évidemment, mais donc j'ai quelques buts histoire de quand même avoir une logique dans les invités. Déjà, des responsables des mouvements de jeunesse des partis, hein, jeunes écologistes, MJS, Jeunes Générations, Jeunes Insoumis, Jeunes Républicains. Bon, mais alors c'est des mouvements... Jeune démocrate. Ouais, alors Jeunes Démocrates, c'est-à-dire c'est celui où c'est le plus avancé, hein. J'ai oublié la liste, mais en Bah, fait... surtout que tu l'as pas eu l'année dernière déjà. En plus, oui, oui, mais j'ai Ah. pas eu les Insoumis non plus, et là aussi à fait. c'est bien avancé. Très bien. Il me cherche quelqu'un. Donc le problème c'est que ça avance pas forcément vite parce que ce sont des structures
pas forcément très bien organisés, et pas dans le sens où ils sont mauvais, mais simplement il y a beaucoup de bénévolat. C'est des étudiants ou des jeunes travailleurs qui font ça sur leur temps libre. Et en Ils n'ont journée, pas c'est forcément compliqué. de salariés dédiés, sur tout ce qui est relations presse en général. Donc ça répond pas très vite. À ça s'ajoute une crise ouverte au MJS où en fait je sais même pas qui contacter pour l'instant. Je sais que enfin, je vais pouvoir m'y attaquer, mais bon quand même c'est pas simple. Enfin qui n'a plus de structure en fait, qui va retrouver un bureau, mais en fait quasiment tout le bureau est parti à Génération. Et dont la présidente en fait. Il y a eu d'ailleurs un problème où ils avaient gardé les codes du site, du Facebook et tout ça. Il a fallu rendre les clés, ça s'est pas très bien passé. Et en fait, et aussi donc l'autre mouvement de jeunesse enfin, donc des Républicains, et ils sont en train d'élire leur futur bureau. Ils sont en campagne. Et pour couronner le tout, un candidat, Éric Ténier, pardon, Tegner, je ne sais pas comment ça se prononce, un des candidats vise un rapprochement avec le Rassemblement national, ou en tout cas des forces politiques plus identitaires. Euh, et il est d'ailleurs accepté, enfin il va faire la scolarité de l'école de Marion Maréchal, le, euh, donc le l'ICEP, le nom m'échappe. On en avait parlé dans une de tes émissions l'année Exactement. dernière. Vous retrouverez ça facilement, Tout à puisque fait. la rentrée s'est faite, hein, ils ont leurs profs, ils ont leur salle. Et, donc le fait de participer à cette scolarité, n'importe quoi, à ce cycle de formation et de défendre des positions proches donc de plus de l'extrême droite que de la droite républicaine, eh bien il risquera de se faire exclure de les Républicains et donc de toute façon ne pas pouvoir être élu à la tête des Républicains. Donc moi j'attends qu'ils aient fini cette élection pour inviter leur porte-parole ou leur président, présidente, on verra qui sortira vainqueur. Je serai patient. Écoute Hermitil, oui, pourquoi pas, tu peux m'écrire sur Discord ou sur mon Twitter. On peut échanger pour avoir un responsable LGBT du PCF. Ça pourrait être sympa d'échanger d'ailleurs sur ces questions, aucun problème. D'ailleurs justement, je finis ça et j'en appellerai à vous justement. L'autre enjeu, c'est des élus locaux. Là aussi, j'ai commencé quelques démarches, quelques contacts. Certains avancent, d'autres pas, parce que là aussi, ce sont des gens qui manquent de temps et qui n'ont pas forcément envie de venir une demi-heure en studio en semaine. Moi, je connais quelqu'un qui est adjoint au maire de la mairie du 13e arrondissement de Paris. Ouais, mais je vais pas m'inviter. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être drôle, mais non. Moi, je vise en plus des têtes d'exécutifs, ce serait quand même plus sympa, quoi. Bah, c'est sûr, Et plus c'est sympa là toi. que public, vous pouvez m'aider, car s'il y a peu de militants parmi vous, public, merci Hermitil de proposer quelqu'un, vous avez tous un élu local chez vous, près de chez vous. Donc si vous le connaissez un peu, que vous savez comment le contacter, que ça vous paraîtrait intéressant, eh bien vous pouvez me le soumettre, voire le contacter, euh, pour en fait faire venir quelqu'un et et l'inviter chez Acropolis à échanger avec le chat pour une demi-heure, voire un peu plus, hein. Je veux dire, l'intérêt de l'émission et de Twitch, c'est qu'on est souple, et donc on peut prendre l'antenne avec l'invité plus tôt ou la rendre plus tard, et ça peut être sympa. Y compris, alors Local Expat nous propose l'ambassadeur de France à Berlin. Eh bien, écoute, s'il passe à Paris, pourquoi pas, ça peut être une idée. Et merci de confirmer, alors vient d'être Lou, que les petits élus locaux, c'est bien, voilà, c'est exactement ces gens que je voudrais mettre en avant pour qu'ils puissent expliquer s'ils sont encartés, s'ils sont pas encartés, c'est quoi le quotidien, gérer une ville de 2000 habitants, de 4000 habitants, de 15 000 habitants, de 100 000 habitants, soyons fous. Oui, Euh, les grands élus locaux, c'est bien aussi. les grands élus locaux, c'est bien. J'ai contacté le cabinet d'un grand élu local, nous verrons Ça si... frotte au niveau de ton micro, je sais pas si c'est sur ton menton. C'est ma barbe virile. Nous verrons si ça aboutit. Et évidemment, vous serez tenus au courant. Et voilà, comme ça, nous aurons des invités de qualité euh, chez Acropolis. Et bien sûr, euh, les responsables locaux des partis toujours, y compris donc. Et surtout, pour commencer, les responsables des mouvements de jeunesse. Sachant que des fois, ça va être un porte-parole jeune parce qu'il n'y a pas de mouvement de jeunesse, type Insoumis, ou parfois ce sera vraiment un président élu par les adhérents jeunes, type les Républicains ou le MJS. Voilà. Seront-ils bourrés de certitudes comme nous demande Malimalo? Eh ben, ça c'est le boulot de l'intervieweur et du chat de poser des questions qui ébranlent éventuellement ces certitudes, ou en tout cas peut mettre à jour quelque chose, sachant qu'on n'est pas là non plus pour mettre les gens sur le grill, mais pour qu'ils répondent honnêtement dans une ambiance
plutôt sympa quand même aux Ce questions. sera vraiment une discussion. C'est plus une discussion. Moi, je suis pas Jean-Jacques Bourdin, je vais pas vérifier combien il y a de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour piéger quelqu'un. Ni combien coûte un ticket de métro. Ni quoi, en tout cas, exactement, un ticket de métro. Surtout s'il est pas d'Île-de-France, ce serait ballot quand même. Comment ça, monsieur le maire de telle ville, vous ne connaissez pas le petit... Mais je suis en Auvergne, ouais, on s'en fout. Combien coûte le ticket de métro à Dijon? Alors ça, je serais bien capable de te répondre, tu vois. J'imagine que c'est autour de 1,60€ le ticket de bus. J'ai dit de métro. Il y a un métro à Dijon. Bah non, Bah d'où voilà. l'intérêt de la question. C'est pour ça, moi, j'étais sur le ticket des transports de surface. La question piège, c'est combien coûte le ticket de transport à Châteauroux? Il est gratuit. Eh, bravo! Bravo! Eh, mais il n'est pas tombé dans le piège, on sent l'amoureux de la province et de la France profonde. Cette France des cathédrales, le manteau qui couvre le pays. Et surtout sur des ça- transports gratuits en fait. Et des transports gratuits, ouais. Alors. Oui, on est d'accord, Malimalo, je n'aime pas non plus ces questions. En revanche, ne pas connaître le prix du ticket de métro au centime près, c'est pas grave. Par contre, se tromper de 7€, ça peut être un problème. Ça peut montrer une déconnexion de la ville, enfin de la vie quotidienne. Problématique. Et Armitil, je pense qu'elle habite à Châteauroux car elle est contente qu'on parle de Châteauroux, puisque Châteauroux représente, voilà. Fanny, pour répondre à ta question, il y a des tickets de bus à Dijon, il y a des cartes de bus maintenant, et on peut même payer avec sa carte bancaire directement dans le bus sans avoir de carte. Dans le Oh là train. là là là, superbe, superbe. Alors ça c'est pas le cas de la RATP encore, Et quand tu- quand on prend un ticket de dépannage, c'est bien un ticket de dépannage Oui. dans les bus, il est plus cher et souvent on a la gueule en même temps. Mais bon, c'est les pas machinistes sont sympas quand même, hein. Je veux dire, c'est juste que bon, souvent les pauvres ils ont autre chose à faire qu'effectivement vendre des tickets. Ils ont peu de monnaie sur eux pour raison de sécurité. Donc les gens ont des fois des boules avec un billet de 20€ pour acheter un ticket et ça les saoule et c'est bien normal. Voilà. Ah là là. À Paris, commence les expérimentations avec les smartphones. Oui, je sais. Ah bon, moi j'ai le Navigo intégral, mais bon, et je le recommande. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, c'est fini. Je m'étais noté, oui, nous avons des prochains rendez-vous, n'est-ce pas? Absolument. Il n'y a pas de libre antenne, si? Non. Pas encore, très bien. On n'a pas repris libre antenne. En revanche, lundi, prochain rendez-vous, À 8h, lundi matin, comme un lundi. 8h, comme un lundi. Je m'étais noté 8h30, mais non, je confondais avec l'audition. Oui. Lundi, vous retrouvez Sylvain donc qui passera de la régie à la lumière comme un lundi à Ce 8h. sera toujours à la régie quand même. Ouais, écoute. Les QAG, alors là j'ai un doute en fait, c'est bien mardi, hein, c'est ça? C'est mercredi. C'est mercredi raté, Ça change, boum. ça change toutes les semaines en ce moment. C'est Ah parce que on est encore Session en extraordinaire. session extraordinaire. Donc c'est pas encore le rythme demain, 2 fois par semaine. Donc mercredi vous retrouvez François et peut-être Jean pour les QAG à 14h30. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain à 14h30, au même endroit. Peut-être qu'on vous en aura dit plus d'ici là, parce qu'on sort une vidéo demain qui vous explique un peu où on est. Je tease, et ouais, j'ai pas honte. Et ben moi, il ne me reste plus. Est-ce que j'utilise ton image numéro 12 pour teaser ou pas? L'image numéro 12, c'est quoi? Ah, hein, je vois pas. Non, bah je peux pas te le montrer. Ah, d'accord. T'as pas Bon. de retour. Mais tu m'as mis une 12e image. Qui est Ah, un teaser. ça c'est un teaser de la semaine prochaine, car oui, la semaine prochaine, je vous retrouverai à 14h30 et à une autre heure, un autre horaire. Et vas-y, mets l'image. Ça va juste être un teasing. On en dira plus tard. Et j'enchaîne sur le générique. Et t'enchaînes sur le On générique. ne dit rien. On dit rien. Très bien. Tu Allez, peux mettre salut. ta Et moi, je caméra disparais. visibilité. Salut public, à jeudi prochain.